Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présentée par Camille Abderrahmane. Ton sac. Oh là là. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Ça va mon Guitou? Bah oui, évidemment que ça va. Qu'est-ce qu'il y a mon chéri? Bon, on a démarré l'émission même si tout le monde n'est pas là parce que vous savez qu'il y a les grèves. Hein. Moi j'ai pris le métro, j'avais pas pris le métro depuis que les grèves avaient commencé. C'est quelque chose. Hein. Premier métro dans lequel je monte, deux meufs qui sont en train de s'embrouiller. Il y en a une qui a cassé son casque sur la tête ou sur le corps de l'autre. Elle lui a jeté dessus et ensuite elle l'a jeté par terre pour vous dire à quel point c'est vraiment c'est très attention quand même. Non mais même qui a pris le métro là depuis qu'il y a les grèves? Toi non plus? Non, moi. Ah bah oui, toi t'as avancé 650 € d'Uber déjà. Ouais, c'est ça. C'est quelle boîte de prod qui te doit 650 balles qu'on les pressionne un peu? Oh, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Ouais, donc les amis, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, on va démarrer l'émission un petit peu entre nous en entendant Grishka qui devrait arriver dans 5-10 minutes. Dita pareil, Dita elle est dans un chauffeur, elle est en train d'arriver. À l'intérieur du chauffeur également. Comment ça va Lola? Ça fait plaisir de te voir. Moi je suis surexcitée, j'attends ça depuis 3 semaines. Lola c'est magnifique parce que Lola, donc elle devait rentrer, Lola elle est de Bastia, c'est une Corse, elle devait rentrer voir sa famille hier par rapport aux grèves, etc. C'était compliqué d'avoir un billet. Et quand elle a appris le sujet, elle m'a dit « Oh non, je décale mon billet !» Ouais, attends, j'adore moi ça. Qu'est-ce que t'aimes dans ce sujet-là? Tout, sans exception. Déjà, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça va se passer dans le futur, vu comment l'état de la Terre elle est maintenant. Et surtout aussi, je regarde un documentaire sur Netflix qui s'appelle Alien Theory. Je vous conseille de le regarder, c'est fantastique. Moi? Non mais les pyramides, les Incas, tout ce qui a été construit, c'est pas humain. On est parti direct là, Je c'est vous bon. le dis. On peut y aller. Hein, Non mais tu sais que... Regarde ce documentaire, tu vas vraiment... franchement, Netflix, il devrait t'embaucher pour faire la promo de ce doc parce que c'est incroyable. Moi, c'est nul en plus dessus alors qu'il est fantastique. les notes, elles sont mauvaises, c'est ça? Ouais, ils sont nuls les gens. Parce que moi, par exemple, pas vu, moi, j'ai parlé avec elle sur Instagram, hein, on parlait même pas au téléphone, mais elle m'a, c'est même pas. J'étais en train de regarder le Titanic et elle m'a dit, mais on s'en fout de Titanic, on l'a déjà vu 1000 fois. Ouais, non mais regardez ça, je vous jure, c'est incroyable. Et ça parle de quoi exactement? C'est quoi? Il nous parle que des aliens, que des extraterrestres, ou il y a quoi d'autre? La théorie des anciens astronautes. Ouais. En fait, ils disent que scientifiquement déjà c'est impossible d'avoir construit tout ça. C'est des blocs de 350 tonnes. Avec les moyens qu'ils avaient avant, ils ne pouvaient pas le faire. Des 350 quoi? L'île de Pâques, 350 tonnes. Il y a certains blocs qui pèsent 350 tonnes. C'est impossible à soulever. Plein de choses comme ça ça a un rapport même avec Hitler. Hitler était obsédé par ça, sache-le. Obsédé par quoi? Obsédé par ces choses-là. Gareth, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien d'avoir en professeur Candy Lola ce soir? C'est vrai? Mais arrête, Ça me fait du bien. Une fois que tu vas regarder le documentaire, tu verras, tu vas douter de ta propre existence. À ce point-là? Ah mais moi je doute de ma propre existence. Non, mais alors moi je peux te dire, tu es bien réel. Parce que selon eux, ils disent que le Coran, la Bible, tout ça, ce sont des faits historiques carrément, donc ils en sont persuadés. Hein. Mais ils pensent que ça a un rapport avec ça. Bref. Un rapport avec les extraterrestres, c'est ça? Ouais, un rapport avec tout. Bref, donc toi, tu crois aux extraterrestres, toi, Lola? Ah oui, non mais 100%, bien sûr. Moi je suis très croyante. Je suis croyante en Dieu, mais il y a un truc qu'on sait pas là. Il y a un truc qu'on sait pas. Bon, à côté, vous avez Garen. Donc Garen, c'est bon, il a un Twitter si vous voulez l'insulter, c'est Lapin de Garen. Non, il est super gentil, Garen. Mais si il est vous sceptique, voulez, par contre. Si vous voulez l'insulter, parce qu'il voulait pas se créer de réseaux sociaux, c'est incroyable. Et il y a trop de haine, il y a trop de haine. Alors, ouais. Oui. Oh là là. Quel connard. Moi, je veux pas subir la haine. Oui, Quand on se fait appeler Lapin de Garen, Ouais, mon prénom c'est vraiment Garen, malheureusement j'ai pas choisi. Alors justement en face c'est Azelma Sigo. Alors Azelma Sigo, Ouais, j'adore son prénom. qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? On dit écrivain ou écrivaine? moi j'aime bien écrivain, mais après Ouais. chacun fait ce qu'il veut. Quoi. Ouais, parce qu'on moi aussi. Voilà. C'est ce que dit Écrivaine, l'Académie française. Écrivaine, Ah, ok. c'est moche. Autrice, ça me fait penser à autiste. Donc, Ouais. Mais je savais même pas que ça existait, moi. Auteur. auteur, écrivain, ça va très bien. Donc Azelma Sigo, t'en es à ton 3e livre, toi. Ouais. Donc le dernier, c'est. Rappelle-nous le titre du dernier. Donc il y a Adultère. Non, Pardon, pas Adultère. adultère. Je me suis trompé. Je croyais que c'était Fatima Ben Omar. Je me suis Absurditaire, pardon. Absurditaire, c'est ton 2e Voilà. livre. Et les éphémères sont éternels, le 3e. Les éphémères sont éternels. Attends, montre Ce le- titre montre juste bien. magnifique. J'aime Moi, bien, le moi packaging, qui aime, moi qui aime le paradoxe. Non, donne-les-moi. Je vais les montrer moi. Parce que moi. C'est des livres de quoi? C'est de la science-fiction. Ah génial. Tu peux nous rapidement faut savoir. justement J'adore ça, moi. nous Ah, dire. science-fiction, mais Tu peux fermer ta gueule, Garen, ou pas? Tu peux nous dire rapidement les sujets que tu évoques. Alors bien sûr que ça parle Alors, de la vie future. En fait,
Vas-y, je te laisse. Je suis quelqu'un d'assez engagé dans la vie, dans plein de causes, la cause animale, la cause écologiste, la cause. Je suis même gilet jaune. Enfin bref, je suis contre toutes les injustices et du coup, j'utilise l'imaginaire et le futur pour faire passer des messages sur la société. Donc, dans Absurditaire, je vais parler des absurdités de l'humanité en partant d'un futur idéal, utopiste. Attention. Ça peut arriver qu'à moi, ça. Et dans Les éphémères sont éternels, à l'inverse, je pars d'un futur dictatorial où l'immortalité est obligatoire. En fait, et du coup, y a un peuple qui va se soulever contre le gouvernement et qui va renverser. Magnifique. Et on va parler justement de êtes-vous pour ou contre cette vie éternelle, et c'est le sujet du livre, le sujet principal, si on peut dire, Azelma, de ton livre, de ton dernier livre. Alors j'oublie le titre, même si je l'adore, c'est Les éphémères sont éternels. C'est le sujet principal de ton dernier livre. Oui, et du coup la peur de la mort aussi, et puis l'idée que l'échéance de la mort, c'est ça qui fait que la vie en fait est palpitante. S'il n'y a pas d'échéance, la vie est ennuyeuse. C'est vrai ça. Alors on va se poser la question tout à l'heure, je vous demanderai votre avis justement par rapport à ça. Et puis on a Guitou, notre humoriste très charmant. Mais tu te trouves vraiment moche, Guitou, ou pas ? Bien évidemment. Bien évidemment, je me trouve moche, effectivement. Alors j'espère que dans le futur, déjà, on ne sera pas éternel, parce que vivre avec lui éternellement, ce serait quand même... Avec Gareth, ce serait quand même déjà quelque chose de... Et oui, je me trouve moche, oui, effectivement, mais quand on te voit à côté, enfin je veux dire, voilà... Qui ça, moi ? Mais tu me crées pas du tout. Tu me crées des complexes. Mais rien du tout. Tu me crées des complexes. Ma mère parle de toi. Je pense que tu n'es pas conscient du succès que tu peux avoir, parce que du potentiel. Un physique, ça veut rien dire, je te promets. Ah bah ça je sais, oui. Ça se voit. Ça ne veut rien dire. Ça ne signifie rien. Il y a beaucoup de grands charmeurs, et je veux pas te comparer à Gainsbourg parce que t'es bien plus beau que lui. Mais j'aimerais bien voir par exemple, l'art peut énormément séduire. Enfin, moi, je suis pas moi. Moi, ça me séduit pas. Non, mais t'es d'accord là-dessus quand même. Ah oui, non, mais effectivement, une fois. Et puis t'as une meuf en plus. Oui, effectivement. Voilà. C'est vrai. Je sais même pas encore. Elle est très belle en plus. C'est la plus belle. Très belle métisse. Je l'aime de tout mon cœur. Très jolie. Tu adorerais Garen. Oui, mais quand j'irai le voir à son spectacle, j'espère qu'il sera là. Tu vas y aller pour de vrai ? Non, vraiment. Mais c'est la rencontre des genres. Si tu vas au Barbès Comedy Club, toi, pour aller voir Guitou, c'est vraiment la rencontre des genres. J'inviterai à Versailles un jour. Tu veux pas dans la banlieue de Paris, effectivement. Moi, j'ai ouï dire que t'es plus d'Amarie-Lélis au château. Non, pas d'Amarie-Lélis. C'est là où il y avait la Starac. Non, oui, parce que moi, je suis traité la réalité. Comment il s'appelle déjà la ville du château de Le Pen. Merde. Comment s'appelle déjà le château de Montretout. Montretout. Ah, oui. Moi j'ai ouï dire que tu étais beaucoup plus à Montretout qu'à Versailles. C'est une rumeur, c'est ça ? Je sais pas ce qui vous fait dire ça, monsieur. Par contre, moi, j'adorerais recevoir Jean-Marie Le Pen, vraiment, avant qu'il meure, j'espère. Je ne le connais pas, monsieur, je sais pas ce que... Non, mais je dis pas ça pour toi, mais je te jure, pour moi, c'est un point d'interrogation, ce mec-là. Mais en fait, je pense qu'on aime vraiment le détester, mais en même temps, aujourd'hui, c'est devenu un peu le papy gâteux que tout le monde aime bien. Non, mais je te jure, et j'adorerais... C'est le tonton que t'as à table pour Noël. Non, mais depuis que Cyril Hanouna l'a interviewé, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est foutu de la gueule de beaucoup de monde pendant très longtemps. Il a dit des choses par rapport à ok, il a un passif, il a fait la guerre d'Algérie, etc. On sait ce qui s'est passé avec le FN, mais je pense qu'il a beaucoup plus utilisé ses frasques, les différentes sorties qu'il a pu avoir contre les différentes minorités qu'il y a eu en France, pour le buzz et pour se créer, pour devenir entre guillemets quelqu'un et avoir la parole et avoir la personnalité aussi reconnue qu'on le sait aujourd'hui. En fait, plus que pour des idées, parce que regarde Cyril, quand il est arrivé, il nous a dit que même si c'est un cliché, mais sa gouvernante elle était rebeu, je sais plus, il y avait qui d'autre qui était métisse. Ça veut rien dire. Non mais bien sûr, ça veut rien dire, mais je te promets, quand on a l'image de Le Pen, pour moi c'est quelqu'un qui peut même pas serrer la main à un arabe, tu vois. Donc même si oui, bien sûr, c'est pas sa femme, il l'a pas adopté ni rien du tout, je pense que il s'est plus foutu de notre gueule qu'autre chose. Je le vois pas comme un grand raciste. Enfin, le raciste. En tout cas, moi je pense que même si c'est un vrai raciste, je pense que c'est important de donner la parole à ses opposants, parce que plus on les censure et plus on leur donne de l'intérêt aussi. Et même si c'est un vrai raciste, tout ce qu'il a dit, je n'excuse pas du tout toutes les sorties qu'il a pu avoir. J'ai juste l'impression qu'aujourd'hui,
quand on fait un peu le bilan de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait, j'ai plus l'impression que c'était plus médiatique qu'autre chose. Après, bon, on le saura si... En tout cas, moi, si je l'ai un jour, si je l'interviewe, c'est pas... En fait, c'est pas que je l'ai détesté pendant tellement longtemps que là, j'ai envie de connaître la personne. C'est un peu comme les haters, tu vois. Ils le détestent, mais ils t'aiment, les haters. Ils détestent, mais en fait, ils t'aiment. Quel accent anglais magnifique. T'as fait quoi ce week-end, Garen ? Ça te regarde ? Bah, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quel jour ? On est mercredi. Donc lundi. Toi, tu bosses. J'étais à Marseille. Ah oui, alors qu'est-ce que t'as fait à Marseille pour déplacement professionnel. Ok. Et donc Ça en restera là et je te dirai rien de est-ce que ça a été Marseille, ça Très va bien. Ça va, Les ratonnades là-bas, c'est pas trop compliqué, ça va. Non, c'est juste que c'est très. Ça va être compliqué les ratonnades là-bas. Hein. Non mais Marseille, c'est une ville avec un fort taux de mixité. C'est toujours le même maire de Marseille. Godin, depuis 25 ans. De mixité. C'est un gars de gauche, lui, hein. Non, de droite. Ah, de droite. C'est un mec de droite, lui. C'est un mec de droite. Droite, gauche. Ouais, parce que c'est le mec qui tape dans la caisse depuis 25 ans. comme les autres, quoi. Ah, mais comme les autres. Hein. Mais quand t'es là depuis 25 ans, à un moment t'as arrosé tout le monde, t'as pris dans les caisses, y'a pas rien, quoi. Les mecs ils sont gavés Marseille, c'est devenu. C'est pas vrai. Ah mais t'as pas vu, il y a l'immeuble qui s'est écroulé l'année dernière. Oui, j'ai vu. Et tout. Il y a aucun entretien. Il y a personne. Mais non, mais le pire c'est que ça n'a pas bougé, hein. L'immeuble. Non, ils vont faire un comité, ils vont en parler pendant 3 ans. Ouais, ils vont mettre 2 millions dans le comité juste pour en parler. Tu sais, les experts ils vont venir. C'est incroyable. Ils vont bouffer des petits fours, des conneries et tout. Mais c'est ce dont on parlait il y a 2 semaines avec les institutions. L'argent public. Non mais les institutions qui est le truc. Voilà. Quand c'est pas ton pognon, tu t'en bats les couilles. Rapidement avant d'accueillir les autres invités et de démarrer le sujet du futur, ce qui s'est passé là récemment avec Delevoye. Parce que bon, on va pas parler, on en parlera à la rentrée de la retraite. Je veux juste vous poser une question. Comment Macron, qui a été irréprochable sur sa communication, qui a réussi à faire croire à peu près tous les Français que c'était le vrai changement. Il a hérité limite physiquement de la phrase de comment il s'appelle de mon pote, le président de François Hollande, qui disait que vraiment tout allait changer avec lui. Le changement c'est maintenant, etc. C'était pour pas voter Marine Le Pen. Le changement c'est maintenant, c'était Hollande. Comment c'est Hollande, oui, exactement. Macron c'était la même. De lui combat. Non mais ce que je veux dire c'est que vraiment il a hérité de cette phrase d'Hollande, sauf que lui, il en a hérité vraiment caractériellement, physiquement. Au bout de 40 ans, c'est con quelque part. Non, mais c'est incroyable. Ça fait 40 ans qu'ils vous mettent des douilles, les mecs. Comment il a pu être aussi bon durant sa campagne, mais comment il peut être aussi mauvais dans le choix de ses ministres, dans ses choix de communication? Comment c'est possible? Parce que pendant sa campagne, la campagne de Emmanuel Macron, c'était une bouteille de Coca-Cola qu'on a marketé. C'était des mecs qui venaient de chez Coca-Cola ou qui venaient de chez Google. C'était des experts du marketing et de la communication. Le mec, ils nous l'ont vendu comme la 7e merveille du monde. Exactement. Il va tout changer. Mais bien sûr. C'était pas des politiques. Même son truc de En Marche, quoi. En Marche. Qui faisait appel un peu à la marche des années qu'il y a eu dans les. Non mais. Je crois que c'était pas ça l'idée. Je pense que c'était à peu près la même idée. C'était On Marche justement pour aller rencontrer les Français. C'était à peu près la même chose. C'est quoi ça? Il y a une marche. Il y a la marche des beurs dans les années 90, hein, c'est ça? 80. Mitterrand avec à l'époque Harlem Désir. Il y a eu le film La Vache La Marche avec Jamel Debbouze, exactement. C'était pas non, c'était un autre film, La Vache. Mais La Marche c'est très film ouais, je l'ai vu. Moi je l'ai vu, c'est un film que j'ai trouvé. Non, on s'en fout du film, je m'en fous du film, mais juste dans la communication de Macron qui a été parfaite, qui nous a fait croire, il nous a dit on va mettre les gens du peuple à l'Assemblée, on va faire ci, on va faire ça. Aujourd'hui, comment il fait pour se tromper comme ça et se faire berner par des énarques qui sont censés s'occuper de la retraite et qui ont à côté de ça je ne sais combien de retraites dues à des activités parlementariales ou d'autres. Comment c'est possible? Je pense pas qu'il ait été très bon en com. De toute façon, les gens n'ont pas voté pour lui. Oui, ils ont voté pour lui contre Le Pen. Déjà, premièrement, personne m'écoute ou quoi? Deuxièmement, il a eu des cadeaux de ses amis. On commence à le savoir de plus en plus et il doit leur rendre l'appareil. Donc, c'est pour ça qu'il embauche des gens qui ont des intérêts dans des industries, dans des groupes. On voit bien que Delevoye, il avait des intérêts dans la SNCF et les assurances. C'est pas pour rien qu'il gère la retraite. Alors donc, je vais te poser une question, Azelma. Tu penses que il a accepté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'est dit voilà, je dois assumer et je dois rendre l'appareil, comme tu as dit, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment une erreur? Parce que s'il s'est dit vraiment je vais mettre ce gars-là, je dois lui rendre l'appareil,
Et puis, on va essayer de masquer toutes les retraites, tous les différents salaires c'est quand même incroyable de foutre ce mec-là pour s'occuper des retraites cette réforme est censée être là pour nous faire des économies. Ouais, le problème, c'est est-ce qu'il y a mieux derrière ? Parce qu'on voit que même le gars qui l'a remplacé, il a aussi des intérêts dans d'autres boîtes. Je sais pas encore tout, mais j'ai appris qu'il avait gagné 72 000 balles en 2 mois chez Auchan. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas un qui est honnête dans l'affaire. Donc, c'est pas malhonnête d'avoir des intérêts. Alors attendez 2 secondes. Parce que je reçois des messages. Je devais faire un truc que j'ai oublié, très important. Je fais une grosse dédicace à toute ma famille qui est en Algérie. C'est pas une blague, je te jure. J'ai reçu un message. On les embrasse. J'embrasse très fort ma mère, mon père. Félicitations pour tout ce qui se passe dans vos vies. Non mais je te jure parce que. Je te jure, il y a un gros soutien. On est très regardé, bizarrement ou pas bizarrement, en Afrique. Je pense que c'est grâce à toi, Garenne. Et je vous embrasse fort. Tous les pays, même les dom-toms, le Maghreb, tous les pays francophones qui nous regardent. Garenne et moi, on vous embrasse fort. Et 1, 2, 3. Viva l'Algérie! Il l'a pas dit. Il ne pourra pas le dire, évidemment. C'est incroyable. Non mais regarde. 1, 2, 3, Garenne. Fort. Ah, le gars. On reprend. Moi j'ai un message pour la RATP, vous nous emmerdez. Ça devient le café du coin. Azelma, je te laisse poursuivre ta réflexion sur. Non, je disais que Macron, il n'a pas changé, ça a toujours été le même. C'est juste que. Donc tu penses vraiment qu'il était vraiment mauvais en communication déjà à l'époque? Je suis pas plus intelligente que les autres, mais j'ai vu tout de suite que ça sonnait faux. J'aimerais rebondir là-dessus. Tu dis qu'il n'a pas été bon en communication. Il est arrivé premier au premier tour. Ouais. Oui, mais grâce à quoi une campagne financée Non, mais c'est pas ça, c'est que les gens ont voté pour lui quand même. Oui, mais non, mais après, la majorité, c'était pas. Non, mais les arguments que j'entendais, c'est il est jeune, il est beau. Enfin, je veux dire. Oui, c'est vrai. Les Américaines, il en faut pas plus en politique. Oui, non, mais c'est pas des arguments. C'est incroyable. Non, mais de toute façon, on est d'accord qu'on vote pour une personne, on vote pas pour un parti, ni pour un programme. La présidentielle, c'est justement pas l'élection des partis, c'est l'élection des personnes. Et la réforme qui arrive aujourd'hui, c'est bien la preuve que personne connaissait son programme, parce que tout le monde est dans la rue pour dire que personne n'en veut, alors qu'il en parlait à l'époque. Ouais, mais par contre, il a dit qu'il repousserait pas l'âge de départ. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Avec les points et compagnie, c'est la même chose. Ça repousse mathématiquement. Tu te rappelles, tu étais là, Garenne, quand non, t'étais pas là quand il y avait le jeune les jeunes de Macron. J'ai oublié comment. Non, j'étais pas là. C'était il y a 2 semaines. Ouais, c'était il y a 3 semaines. Ouais, c'est exactement le point sur lequel j'ai appuyé. C'était que clairement Macron, il a dit qu'il n'y aurait jamais de remise en question de l'âge de départ à la retraite qui a déjà été repoussé depuis des années jusqu'à 62 ans. Donc la malice, c'est qu'ils sont arrivés en nous proposant un âge pivot. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, mais est-ce qu'il y aura une décote pour l'âge normal? Et puis il voulait pas trop répondre et je savais que ça allait être le problème. Par contre, là, faut s'attendre à ce qu'ils cèdent sur l'âge pivot. Comme ça, la CFDT, ils vont dire OK, c'est bon, on est d'accord avec vous, et hop, ça passe et tout le monde rentre chez soi. Et je pense que c'est ce qui va se passer là dans les prochaines. Je pense que c'est ça. Ils vont supprimer la décote sur les 62 ans. Ils vont laisser le bonus pour les gens qui vont partir à 64 ans et ils vont essayer. De toute façon, je sais pas si vous êtes au courant, mais le texte est déjà parti. Enfin voilà, je pense que. Il y a quand même des votes. Il y a quand même le Sénat après en deuxième lecture et compagnie. C'est un peu plus compliqué. Il n'a pas le Sénat, s'il veut. Je vous rappelle. Ah, il n'a pas le Sénat sur le truc. Non. Le Sénat, il est à droite. Ouais, c'est vrai. À droite. Ouais, il est contre lui et là, actuellement. Quoi. Après, le Sénat n'a qu'un pouvoir de blocage entre guillemets, c'est-à-dire quand il vote contre, ça retourne à l'Assemblée nationale, c'est retravaillé. C'est ça. Et après, ça revient chez eux. Et après, par contre, au bout de 2 allers-retours, je crois, c'est l'Assemblée nationale qui décide toute seule, sans le Sénat. De toute façon. 49.3. Non, mais voilà, c'est un peu. Il n'utilise pas le 49.3, mais il est exactement dans la même démarche. Le 49.3, ça permet juste d'accélérer. Ouais. Il s'en fout, qui va faire 2 mandats. De toute façon, le problème, c'est pas juste les retraites, et je pense que les autres sujets vont faire qu'il y aura d'autres mobilisations, et ça s'arrêtera pas là. Ouais. Et je l'espère d'ailleurs. Toi, t'es aussi gilet jaune à Zelma, hein, c'est ça? Ouais, entre autres. Ouais. C'est-à-dire, entre autres, c'est quoi tes différents combats? Toutes les injustices me débectent, donc je sors dès qu'il y a une injustice gouvernementale. De toute façon, je suis plutôt anarchiste, moi, donc tout ce qui vient d'une élite, ça me... Que le gouvernement, parce qu'en fait, en 6e, Madame Diawara, je vais te montrer, parce que j'ai mon putain de notes avec moi. Madame Diawara n'a pas voulu me mettre 9, parce que j'avais... Et sinon, vous... D'accord. Okay. Je veux plus de ce mec sur la tête de ma mère. Non, mais c'est bon. Non, allez-y, faites comme... Tu pourras mettre ton putain de note à la fin sur le replay ou pas? je vais aller sur Marmiton, moi. Oui, va sur... j'adore Marmiton. Voilà, bien, on y va. Toi, Lola, tu avais un message pour la RATP, c'est quoi ton nom? C'était que vous pénalisez tout le monde, on en a marre, vous faites chier, Macron ne prend pas le métro, il s'en fout.
Voilà. Ah ouais. Donc c'est gonflant. Jusqu'en janvier, peut-être, ça va durer. C'est des fous. Moi, je trouve que c'est des fous. Non, mais est-ce que tu Quel est as compris l'intérêt, en fait? L'intérêt, c'est de montrer sa colère. Tu peux pas faire. Non, mais on peut pas aller travailler. J'ai l'impression d'être dans. J'ai l'impression que c'est mon calendrier de l'avant. Tu sais, je me demande quel retardataire va arriver. Oui, donne ta veste à Bilal et puis viens t'asseoir, Dita. Donc c'est Dita qui vient d'arriver. C'est les anges en fait. Tu sais, genre. Arrive dans la maison. Dita arrive dans la maison. Comment va-t-elle? En fait, je trouve que c'est soit tout le monde s'y met, soit ça sert à rien là, qu'il y a que la RATP qui bloque les transports. Non, il n'y a pas que la RATP, il y a les raffineries qui sont bloquées, il y a plein d'entreprises. Ah mais tu sais qu'il y a même eu un truc. Il y a même eu un truc ultra illégal qui s'est passé avec l'électricité. Ouais. Il y a eu 100 000 maisons qui ont été privées d'électricité. Apparemment, c'était ciblé. Je sais pas si c'était ciblé, mais en tout cas, moi j'en connais. Couper l'électricité, ça veut dire des gens qui sont sous appareil respiratoire chez eux, qui n'ont plus d'appareil respiratoire, qui peuvent en mourir. C'est-à-dire bien sûr les frigos qui s'arrêtent et compagnie, donc la bouffe qui pourrit, donc très bon pour l'écologie, ça aussi. C'est couper l'électricité. Premièrement, c'est totalement illégal et c'est super dangereux. Non, mais moi, je vais coincés dans les ascenseurs et compagnie de 80 ans, les gens qui sont, comme je disais, qui sont sous appareil respiratoire. Mais qui fait ça? Qui c'est qui a fait ça? CGT, EDF. Après, on ne sait pas. Et puis moi, tu parles de couper. Mais moi, je te coupe la parole. Il y a Dita qui vient d'arriver. On va accueillir Dita comme il se doit. Bonjour Dita. Dita, bienvenue. Le peuple, je trouve. Ça fait plaisir que tu sois là. Tu connais Candy Lola? Super plaisir. Non. Maintenant, tu la connais. Enchantée. Alors, c'est Garen. Faire très attention à Garen, là-bas sur ta droite. Azelma Sigo, qui est une écrivain qui est venue nous présenter ses 2 différents livres. Et Guitou, qui est un humoriste. Et on attend Grishka qui va arriver. Et justement, avant que Grishka arrive, je vais en profiter pour tenir 2 mots sur ce qui s'est passé par rapport à Dita. Alors tout le monde ne le sait pas, mais Dita a été victime ce week-end de personnes très bas d'esprit qui ont décidé de balancer une vidéo sur elle, une vidéo privée, une vidéo qui n'avait pas du tout lieu d'être sur les réseaux. Et on va pas en parler ce soir parce que de toute façon, c'est un petit peu trop chaud pour elle. C'était prévu qu'elle vienne déjà, donc elle nous fait l'honneur quand même d'être là malgré ce qui s'est passé ce week-end. Parce que je sais pas si vous avez vu sur ses réseaux, etc. Elle parle pas, elle dit rien du tout parce que voilà, ce qui lui est arrivé, c'est très fort. Et puis, je pense que les femmes qui sont sur les plateaux, parce que bizarrement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ça ne dérange pas les hommes. Il n'y a pas de problème, mais quand c'est le corps d'une femme, c'est totalement différent. Alors moi, je veux juste tenir un mot pour ces gens qui font ce genre de choses. Il faut savoir que c'est totalement gratuit ce qui s'est passé. Déjà, il n'y a pas vraiment d'embrouille, ni avec la personne avec qui elle a fait cette vidéo, ni avec la personne qui lui casse les couilles depuis la fin de tournage. Moi, j'ai travaillé sur les Princes, donc je sais en interne ce qui s'est passé. Et le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est ne faites confiance vraiment à personne. C'est-à-dire que même quand... Alors Dita, c'est totalement différent. C'est-à-dire que elle a été en couple avec quelqu'un, donc c'est une Albanaise, elle a été en couple avec un Albanais pendant très longtemps, très jeune. T'as quel âge? T'as 20 ans? 21? 20 ans. Donc elle est très très jeune. Hein. Voilà, elle avait 17 ans, elle est restée avec lui pendant très longtemps. Donc bien sûr, voilà, dans un couple, on se sent... on a l'impression d'être en toute intimité et qu'il se passera rien du tout. Donc on écoute son copain, on peut faire des vidéos, on peut faire ci, on peut faire ça. Le problème, c'est que l'amour, on ne sait pas combien de temps il va durer. Et le souci, c'est que généralement, l'amour, quand il se termine, ça se transforme en haine. Donc, moi, je vais pas dire que j'ai l'habitude de ce genre de profil, mais je sais ce dont les gens peuvent être capables de faire quand la haine se mêle et qu'en plus on ajoute les réseaux sociaux. Faites attention, les jeunes qui vont faire de la télé, même les jeunes qui font pas de la télé, parce que les revenge porn ne concernent pas uniquement les filles qui sont connues, ça concerne tout le monde. Aux États-Unis et tout, à cause de ça. Il y a des suicides, c'est très très grave. Et puis je pense que c'est agréable pour personne, surtout quand on n'a rien fait, quand on n'est pas vraiment en embrouille avec quelqu'un, de se réveiller un matin et de retrouver une vidéo ultra intime, ultra privée sur les réseaux. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est faites confiance à personne, mais vraiment personne. Ne croyez pas, vous pouvez vivre votre amour, mais n'allez pas jusqu'à laisser des traces. Ce genre de traces-là, en fait, à l'époque, c'était pas très grave quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a juste à appuyer sur un bouton et en 3 secondes, la vidéo, elle est chargée sur une story et voilà. Et puis on peut détruire la vie. Et après, même si Dita, disons qu'elle est jeune, mais qu'elle est forte.
Donc il n'y a pas de problème. Il y a des familles derrière, il y a un honneur, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc moi, ce que je ne comprends pas, et vraiment ça m'alerte, je me dis, elle n'avait pas forcément de problème avec cette meuf qui s'appelle Asma et que je connais, parce qu'on a fait exactement le même tournage, qui m'avait l'air d'être quelqu'un d'assez sympathique et qui, je ne comprends pas, depuis qu'elles ont fait ce tournage ensemble, on a l'impression que la vie d'Asma est dédiée à faire en sorte que les gens, les followers, les gens sur les réseaux voient Dita comme une pute. Donc je sais pas c'est quoi le but, mais moi non plus je comprends pas. En fait elles se sont embrouillées entre guillemets par rapport à une petite punchline qu'a pu lancer Dita, qui était même pas méchante, il y avait rien de grave. Depuis, cette jeune fille qui s'appelle Asma dédie sa vie à essayer de prouver aux gens que Dita est une pute. Donc je pense qu'elle a dû fouiller dans son passé, elle a dû se renseigner parce qu'elle-même est dans le milieu, elle n'a pas réussi à trouver de relation ni monétisée, ni d'un passif sulfureux par rapport à elle. Donc le but, c'est de dire aux gens, voilà, cette fille-là, c'est pas une fille bien. C'est quelqu'un c'est une, voilà, enfin quand bien même une pute, est-ce que c'est une fille, c'est pas une fille bien. Il y a l'UNICEF en ce moment qui fait une très grosse, même si ça n'a rien à voir, qui fait une très grosse campagne qui dit j'en ai rien à foutre de savoir ce que tu fais, ce qui m'intéresse c'est ta santé. Donc ils nous mettent en scène des gens qui se piquent, qui se droguent, des femmes aussi qui se prostituent. Quand bien même quelqu'un utilise son corps enfin monétise son corps, ça le regarde. Je ne comprends pas ce genre de qui sont même pas des revanches, parce qu'il n'y a pas vraiment de problème avec elles, qui sont totalement gratuites et qui peuvent mais vraiment niquer des vies. Moi j'ai l'impression qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact, mais même comme j'ai dit tout à l'heure, de l'entourage. Dita, voilà, c'est comme on a dit, c'est une famille albanaise, même si les familles françaises ou des familles de n'importe quelle origine peuvent vivre aussi mal le truc, mais on sait que l'honneur, ça peut foutre la merde énormément dans une famille, ça peut créer des tensions, ça peut créer énormément de choses, ça peut même faire des rejets, créer des rejets intrafamiliaux qui peuvent, enfin pour une jeune de 20 ans, qui peuvent être ultra déstabilisants. Moi, je suis content parce que même si voilà, elle prendra pas la parole parce qu'elle est ultra triste et qu'elle a du mal même à en parler sans que l'émotion revienne. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément envie qu'elle s'exprime sur le sujet. Je suis désolé, ce genre d'action, on prend pas forcément en compte les répercussions que ça peut avoir sur une personne. Et franchement, deux gamines entre guillemets de télé qui s'embrouillent pour savoir qui est la plus belle ou qui est le truc, parce que c'est juste une histoire d'ego, est-ce que vraiment ça mérite de pousser des gens dans un mal-être, d'humilier les gens, d'essayer de faire en sorte qu'elles soient reniées par leur famille, qu'elles soient mal vues par l'opinion publique? J'aimerais comprendre c'est quoi le but, et ça m'a même fait penser, je me suis rendu compte encore une fois à quel point l'être humain pouvait être tordu, et ça m'avait pensé à ces gens qui connaissent leurs futures victimes, ni d'Adam ni d'Ève, mais qui vont les fous, quoi, les serial killers, qui vont les assassiner parce que dans la rue elle n'a pas aimé sa démarche, parce que à un moment elle avait quelque chose qui ne lui allait pas, ou alors qui lui allait. On est vraiment dans un paroxysme complet, et surtout ce que je comprends pas, c'est que cette personne, moi je l'ai vue, je l'ai fréquentée, je l'ai rencontrée, je ne comprends pas l'acharnement. Exactement, elle a totalement l'air normale. Si je peux me permettre de dire quelque chose, quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui a tout, il n'a pas le temps en fait, il n'a ni le temps ni l'envie de vouloir détruire les autres, de faire du mal, de critiquer. Ça, c'est des gens qui sont mal, c'est des gens qui sont mal dans leur vie, qui se sentent obligés de faire ça. C'est comme les personnes qui vont critiquer sur Instagram, etc. C'est des gens qui ont ce besoin, mais on ne sait pas pourquoi. Juste un truc, maintenant qu'on sait que ça existe le revenge porn et compagnie, il y a une règle de base. Si vous faites pas de nudes, il n'y a rien qui peut sortir. N'envoyez jamais. Bien sûr, mais le mec il te dit je t'aime, t'es l'amour de ma vie, s'il te plaît envoie-moi une photo d'une partie de ton corps. Faites rien. Tu as pas de raison. vidéo, ne faites rien. À partir du moment où c'est dans un téléphone, ça peut sortir. Ou dans une caméra ou quoi que ce soit. Mais ça peut sortir, le téléphone peut même se faire hacker. Il peut y avoir plein de problèmes. Faites pas, même si c'est l'amour de votre vie, ça va durer toujours. Ne faites ni photo de partie de votre corps, ni vidéo, rien comme ça. Même rien si qui c'est peut dans sortir. votre téléphone. Rien, bien sûr, même si c'est dans votre Bella Thorne, propre elle s'est fait téléphone. pirater par exemple. Elle a été obligée de poster ses photos elle-même sur Instagram parce qu'il y a un mec qui l'a menacée avec ça. Bella Thorne, c'est l'actrice américaine. Ça arrive à plein de stars en fait. Dis-toi que ça va passer au bout d'un. Ne faites rien. Ne faites. Camille, je parle aux jeunes filles qui nous écoutent. Oui, tu as raison, Karen. Ne faites ni photos, ni nudes, ni vidéos,
comme ça, il n'y a rien qui peut sortir sur Ouais. Ne faites rien du tout. Ne croyez pas. Vivez votre amour, mais vivez-le en vrai. Ne le vivez pas à travers des vidéos, des trucs. Et puis, après, elle, c'est différent. Elle avait 16 ou 17 ans. Son premier mec, c'est lui qui l'a éduqué. Donc, c'était vraiment, si tu veux, c'est vraiment qu'elle y est pour rien, quoi. En fait, ça a été compliqué. C'est lui qui m'a tout appris. Et peut-être qu'il m'a appris forcément des pratiques qui sont pas vraiment de l'amour. Mais moi, tout ce que je l'ai appris via lui. Et j'ai pas vraiment envie de parler de tout ça en détail parce que c'est encore difficile pour moi d'en parler. Mais je sais que le jour où je m'exprimerai, c'est quand je serai vraiment prête. Et aujourd'hui, je suis pas prête. Et elle s'exprimera bientôt. Vas-y, je t'en prie, Azelma. Mais même pour aller plus loin, sans parler de ce cas particulier-là, dès qu'on se médiatise un petit peu, on a droit à des harcèlements même sur les réseaux sociaux. Même moi, j'en ai été victime pour d'autres sujets parce que je me bats contre des choses. Et du coup, ça ne plaît pas à certaines personnes. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit où les gens se sentent tout puissants parce qu'ils sont cachés derrière leur ordinateur. Et ça fait très peur. Moi, quand on le vit pas, c'est incroyable, quoi. C'est ce que je dis à chaque fois, le cyberharcèlement, on n'en parle pas assez. On va en parler en janvier, on va en parler en janvier. Est-ce que quelqu'un peut sortir ouvrir à Grishka? Il est devant la porte, Bilal, s'il te plaît. Je vais dire moi parce que... Et Guitou, il manque. Ah oui, à Flora. Donc tu sais quoi? On fait rentrer Grishka et tu fais ton billet directement. Tu vas où, Lola? Eh ben évidemment. Mais non, c'est bon, il y a quelqu'un qui est en régie. Il y a du monde en régie. Qu'est-ce que t'es gentil. En vrai, c'était juste pour ça. Vas-y. Allez, c'est la dernière émission. Alors attention, c'est vraiment parce que c'est la dernière émission à la base. On devait faire, de l'année. On devait faire un. Attention, ne montre pas la beauté devant la caméra là, ma chérie Lola. Attendez, on voit ou pas là? Non, mais t'es devant la caméra. La caméra est derrière toi. C'est foutu. C'est un peu Noël chez nous, hein. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on attend notre Père Noël Grishka qui va arriver. Nous c'est la dernière. On devait se faire un dîner, donc voilà. Alors moi je ne bois pas. Hein. Moi je n'ai rien à boire. Ça m'intéresse pas. Non, bien sûr. Mais après ceux qui veulent, oui bien sûr. Hein, allez-y. On est en France. J'ai même acheté du saucisson pour Garen. Donc. Il a même pas. Tu kiffes le temps milieu, frérot. Oui. Comme ça il va s'asseoir là, Grishka. Hop là. Et viens t'asseoir. Ah bah voilà, il est là. Il est là, bienvenue Grishka. Bah non mais c'est pas grave, tu sais, on est entre amis sur cette émission, donc il y a rien de grave. Bonjour. Grishka. Bilal, tu pourras préparer la première vidéo qu'on va envoyer sur les maisons. Merci beaucoup d'être là, Grishka. C'est un honneur, merci beaucoup. Alors, je suis désolé. Vas-y, dis bonjour. C'est incroyable. Elle est magique, elle est incroyable. C'est la meilleure émission qu'on ait fait. Oh là 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 là. Alors vas-y, installe-toi Grishka et Bilal, tu vas envoyer. C'est une belle émission. En tout cas, je pense qu'elle sera encore plus belle depuis que tu es là. Et on va pouvoir démarrer ce sujet. Grishka, je te mets juste à jour. On était en train de faire un petit topo sur le cyberharcèlement parce que la jeune demoiselle que tu as en face de toi qui est connue parce qu'elle a fait de la télé-réalité, a subi elle a subi quelque chose de très, très compliqué le week-end dernier. Donc ça nous a permis d'en parler rapidement. Voilà, elle a été victime d'un revenge porn. On a essayé un petit peu d'alerter et de mettre un petit peu le sujet sur le tapis. Et là, tout de suite, on va pouvoir démarrer le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire la vie future et le monde. Que sera le monde en 2050? Et ce que je vous propose, c'est de regarder une première vidéo sur nos futures probable habitation là très bientôt. Vas-y Bilal, c'est quand tu veux, tu peux envoyer la vidéo et on regarde ce que ça donne. Il était une fois Madame Lee, ménagère coréenne. Comme chaque matin, elle posait cette question: miroir, mon beau miroir, suis-je toujours aussi belle? Et grâce au capteur laser installé au plafond, son miroir lui répondait: je recherche vos paramètres santé. Masse graisseuse 11,5%. Pulsation cardiaque 90. Température 36,9. Mon miroir dit que j'ai une excellente condition physique. Madame Lee doit ensuite préparer le déjeuner et se heurte à une autre interrogation: que manger aujourd'hui? Je présente cette assiette.
Et l'ordinateur reconnaît quel type de viande c'est et me propose une recette. Ce midi, Madame Lee mangera donc du barbecue de porc avec des patates. Problème, l'ordinateur du réfrigérateur indique qu'il ne reste plus assez de pommes de terre dans le bac à légumes. La mère de famille commande immédiatement un nouveau paquet qui lui sera livré. Elle paie en ligne grâce à un système de reconnaissance faciale. En Corée, le miroir de Blanche-Neige a pris un sacré coup de vieux. Et le futur imaginé par Samsung va encore plus loin que le conte de fées. Le monde de Madame Lee sera peuplé de stylets traducteurs pour décrypter un menu au restaurant à l'étranger. De cartes de crédit intelligentes qui regroupent toutes les cartes de paiement. De pare-brise tactiles qui équipent les voitures. D'écrans souples, faciles à dérouler et incassables. Good job. Ou encore de cet incroyable appareil qui imprime des vidéos sur papier, le Polaroid de demain. Science-fiction. Samsung assure que ces innovations arriveront sur le marché dans 5 ans. Et elle les présente au public dans des maisons du futur étincelantes en plein cœur de Séoul. Ces murs cascades d'eau qui sont en réalité de la vidéo et où s'incruste votre télévision existent déjà. Alors, je vais te poser une question à toi, Lola. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, sachant que donc ces maisons qui sont ultra connectées, qui peuvent te dire quand tu te lèves le matin face à ton miroir, exactement, qui vont te dire ton taux de masse graisseuse, si tu es en bonne santé, si tu as le teint un peu pâle aussi, il peut, voilà, le miroir peut te parler et te le dire. Pour les hommes, il y a même des miroirs qui vont être un peu comme Snapchat, c'est-à-dire qu'ils vont nous proposer peut-être une petite moustache, ils vont nous dire peut-être que ça t'irait mieux de te laisser pousser la moustache ou change de coupe ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles technologies, Lola ? C'est fort probable, hein. Il y a déjà des balances où il y a ces indications-là, mais je trouve que c'est bien, moi j'aime bien. Bon, après, faut pas que ça devienne à la Black Mirror, où ça fait un peu peur, quoi. Mais c'est sûr que ça va arriver, moi j'en suis persuadée. Mais est-ce que vous pensez pas que se faire traquer par son miroir par rapport à son poids, ça peut pas Non, moi je trouve que c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est la masse graisseuse, de savoir. Je trouve que c'est important quand même, c'est pour la santé. Moi, donc tous les matins, ton miroir qui va te dire que t'es trop grosse, ça te dérange pas ? Non. Comment ça, il va dire qu'on est grosse ? Non, il va te dire ton taux de masse graisseuse ou pas. Je suis pas sûr qu'on ajoute à l'intelligence artificielle. Mais il te dit pas tu es grosse, il va marquer ton indication. C'est ce que tu arriveras à lire au bout d'un moment. Tu vas comprendre quand il va te dire que ton taux de graisse on n'est pas obligé de se regarder dans ce miroir-là tous les matins. Ok. Gareth, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Moi j'aime beaucoup tout ce qui est nouvelle technologie, mais il faut pas oublier un truc, c'est que dans les années 60 on nous vendait la domotique partout. Alors, qu'est-ce que la domotique ? La domotique, c'est en gros, c'était l'équivalent des maisons connectées, mais dans les années 60, où tout allait être automatisé et tout. C'est jamais arrivé. Ouais. Mon oncle de Jacques Tati, par exemple, tous les films de Jacques Tati, etc., où dans les maisons, tout était Qui est Jacques Tati ? Moi, je connais Tati, mais Jacques Tati. Jacques Tati, qui est un réalisateur français. Qui n'a rien à voir avec Tati. Qui n'a rien à voir avec Tati ? Je ne connais pas la personne. C'est un cinéaste, et qui, justement, c'était la domotique, c'était les années 60, c'était la mode. Tout allait être mécanisé et tout, les gens n'auraient plus rien à faire. C'est jamais arrivé. Alors Grishka, je veux ta réponse par rapport à cette question. Ça va vraiment jamais arriver, ce genre de maison ultra connectée ? J'ai pas dit ça, attention, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit qu'il faut arrêter de croire tout ce qu'on voit dans les trucs de science-fiction ou de... Oui, allez, tais-toi. Allez, vas-y, Grishka. Vas-y. Écoute, on vit dans ce qu'on appelle la vague numérique. La vague numérique a démarré dans les années 50, elle était encore très discrète à cette époque-là, puis par vagues successives, elle a commencé à s'imposer, globalement d'abord à travers des macro-ordinateurs, puis les ordinateurs, puis les micro-ordinateurs, puis les nano-ordinateurs maintenant. Oui, les téléphones. Qu'on appelle effectivement les smartphones. On ne peut pas aujourd'hui faire l'économie de ces engins, de ces systèmes, parce qu'ils accompagnent notre vie quotidienne et que, par exemple, il nous serait très difficile aujourd'hui de régresser et de se dire, je pensais à ça dans la rue tout à l'heure en me disant, voyons, j'ai pas mon smartphone, je peux pas appeler Camille, que se passe-t-il ? Très dur, tu vois, donc on est aujourd'hui, d'une certaine façon, dans une relation de collaboration dépendante.
une collaboration qui est quand même bienveillante, hein, parce qu'elle nous apporte énormément de services. Mais est-ce qu'on va avoir ces maisons ultra connectées qui vont nous donner, qui vont nous dire si notre santé est bonne, on a même, moi je me suis documenté là-dessus, il y avait même des cuisines ultra connectées qui vous disaient, qui vous conseillaient justement un plat Bien pour sûr. la journée, selon votre taux, selon ce qu'il y a dans le frigo, mais aussi selon ce dont ton corps va avoir besoin. Tu vois, si tu es en manque de protéines, elle va te conseiller de manger un petit peu plus de poulet. Mais c'est très bon, moi je trouve ça. Mais oui, de toute façon, exactement comme tu dis, c'est un progrès qui permet évidemment de réguler son rapport à la nature d'une certaine façon via la culture. Une culture qui est certes numérique, mais qui est importante parce qu'elle guide l'être humain dans un cadre qui est probablement optimal. Je dis probablement parce qu'il peut y avoir aussi de la part de l'être humain une incompréhension, même une révolte vis-à-vis de ce vasselage. Oui, bien sûr. Ce vasselage qui est imposé. Mais quand on sait, par exemple, que ce que j'ai visité moi-même déjà dans des pays dits avancés de point de vue technologique, comme en Corée, par exemple. Comme par exemple en Corée, oui. Exactement, dans le sud-est asiatique, on a une pénétration de cette modernité qui est supérieure à ce qui se passe ici. Eh bien, on a par exemple des robots, que j'ai publié d'ailleurs dans un de mes livres, des robots qui sont totalement dédicacés à la cuisine. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, ce sont des robots top chef, comme on les appelle. Okay. On leur donne un menu et ils l'exécutent de manière complète. Oui. Ça existe déjà, ça. Ça existe déjà. Ah bon? Et puis, oui, je n'étais même pas au courant. Oui, absolument. Ce sont des exécutants parfaits qui permettent de réaliser aujourd'hui 450 menus différents. Donc 450, c'est beaucoup. Hein. On peut effectivement là explorer au moins 2 menus par jour pratiquement. Donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un rapport individualisé. C'est-à-dire que celui qui crée sa propre gouvernance dans une maison comme celle-là aura tendance évidemment à empiler les différentes couches, les différentes strates de système et à entrer dans un monde qui, pour l'extérieur, est de plus en plus complexe et pour lui de plus en plus simple. Oui, bien sûr, parce qu'il sera habitué. Oui. Voilà, il lui est vraiment adapté, il lui est vraiment dédicacé. L'intelligence artificielle ne connaîtra pas de bornes tant que les ordinateurs classiques, je parle des ordinateurs classiques, pourront doubler leur puissance de calcul et diviser leur inscription du point de vue surface tous les ans, pratiquement. Or, il y a quand même un point important, c'est qu'on atteint la limite aujourd'hui, là, en ce moment, cette année. Hein. Ah oui? Oui. Ce qu'on appelle la limite de la loi de Moore. Moore est un physicien mathématicien qui a développé donc un algorithme qui a permis de décrire la progression des ordinateurs. Et les ordinateurs sont soumis à cette limite, c'est qu'ils ont doublé de puissance tous les 2 ans, puis tous les ans. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, l'iPhone, par exemple, n'a pas pu passer à 1024. On est resté à 512. Mais c'est vrai, et puis c'est un peu un élément de communication aussi pour les marques qui nous vendent depuis des années des ordinateurs qui sont toujours plus puissants et plus puissants et plus puissants. Exactement. Et en fait, vrai il y a une limite. Okay. Il y a une limite à la compacité de surface sur laquelle on peut effectivement, des puces en silicium sur lesquelles on va greffer des infos. Donc il y a un moment où on atteint cette limite, et cette limite, elle est atteinte en ce moment. Et la capacité de calcul est également limitée. Alors là, on est en face d'une frontière et il va falloir la franchir. Et on va la franchir vous pensez comment que c'est possible? Alors je vous écoute, allez-y. Hein. Je pensais qu'on était limité. Non, je me suis dit qu'on s'arrêtait. On est limité, mais il y a un autre côté de la frontière. Il y a un nouveau monde derrière. Et c'est quoi ce nouveau monde? C'est le monde des ordinateurs quantiques. Voilà, exactement. Les ordinateurs quantiques, c'est une révolution, mais phénoménale. Alors, c'est quoi là, ces ordinateurs quantiques? Les ordinateurs quantiques, ce sont des machines vraiment phénoménalement puissantes, 1000 fois plus rapides, 1000 fois plus puissantes que les ordinateurs classiques. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que font les Russes actuellement et qui prévoient justement cette téléportation quantique en 2035? Non, ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Ok. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont simplement des ordinateurs dont les unités logiques ne fonctionnent pas sur le système binaire 0-1,
On est sur le 0 et qubit. 20, mais sur le qubit. Donc c'est plus des bits. On connaît des Qubit. On connaît beaucoup de choses. Ça s'appelle qubit, le truc. Parce qu'en fait, ça s'appelle des bits pour les systèmes informatiques actuels. Ouais. Et là, le qubit, en fait, qui permet de faire plusieurs calculs en même temps grâce à la mécanique quantique. Ok. Et c'est extrêmement. Il n'y avait pas un autre mot que qubit, par C'est exemple. marrant, moi ça m'évoque pas ça. Moi, Ok. Azelma, je veux te poser la même question. Est-ce que tu penses qu'il y a un danger justement à ce genre de maisons qui vont être ultra connectées et qui vont à peu près, qui vont plus laisser trop de place à l'être humain et au naturel entre guillemets. Je veux pas paraître alarmiste non plus. Je veux dire, il faut accepter le progrès quand il est bon et quand il est ludique aussi. C'est agréable aussi d'avoir des choses qui nous. Alors Azelma Sigo qui est écrivain et qui a écrit donc c'est son 3e livre qui s'appelle Les éphémères sont éternels. Donc elle s'imagine un petit peu la vie future et dans ton dernier livre justement tu nous parles de l'espérance de vie et on est totalement dedans. Oui, et dans celui d'avant qui s'appelle Absurditaire, donc je parle des absurdités de l'humanité comme je le disais tout à l'heure, et il y a un chapitre sur les technologies justement avec des maisons ultra connectées, automatisées, etc. Et il arrive une éruption solaire. Et en fait, voilà, il y a, comment dire, je n'ai pas les termes techniques, mais en gros, il n'y a plus d'électricité. Les gens qui ont des puces se réveillent avec un sifflement dans l'oreille. Ils savent plus quoi faire parce que ça fait des années qu'ils obéissent à des machines. Les couches des bébés sonnent quand elles sont pleines. Donc si ça sonne pas, on ne change pas le bébé. Ah oui. Voilà. Non mais je pousse à l'absurdité pour justement montrer que on peut devenir complètement asservi et presque comment dire. On devient bête presque des fois. Assisté, voilà. Et donc il faut faire attention à ça. Après je veux pas partir dans le complot ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est quand même une tendance. Faut voir par qui les machines sont gérées, qui nous gouverne aussi, tout est lié. Dita, qu'est-ce que tu penses justement de cette technologie ultra poussée? C'est-à-dire, il faut bien que tu te rendes compte, puisqu'on va se mettre en situation, pour des gens qui ont sa vie et qui font son métier, tu n'auras quasiment plus besoin de ton téléphone pour faire tes stories et faire ta promotion, par exemple, sur les réseaux. Tu pourras le faire directement face à ton... Et tu pourras même choisir ton filtre directement sur ton miroir. Et c'est là que ça commence à être dangereux, parce qu'il faut savoir que oui, ma vie, c'est en partie les réseaux sociaux, mais c'est pas toute ma vie. Et je voudrais pas toute ma vie vivre avec des écrans autour de moi et de la technologie autour de moi. Il y a des moments où j'ai envie de souffler et j'ai pas envie que des écrans me contrôlent. Des écrans me contrôlent déjà assez. Toi qui, alors je comprends, toi qui vis de ça entre guillemets, qui est toujours en train d'utiliser ton téléphone pour travailler, c'est pour ça. Toi qui es déjà totalement dedans, t'es déjà un petit peu saoulé de la technologie. Il y a des jours où vraiment j'ai pas envie de toucher mon téléphone. Et d'ailleurs c'est une chose que j'aime, c'est quand je pars en tournage, eh bien j'ai pas mon téléphone. Et je pense que c'est le moment où je me sens le mieux. Ouais. C'est vraiment être sans cette nouvelle technologie, parce que franchement, ça nous rentre dans la tête et ça nous rend ouf. C'est vrai que de passer une journée sans, ça fait du bien. On s'en rend pas compte quotidiennement, mais une journée sans, ça nous fait du bien, parce qu'on est toujours là à regarder, est-ce qu'on m'a envoyé un message, est-ce qu'il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé, telle chose. Enfin, c'est bon. Au bout d'un moment, il y a des gens... Ça fait du bien ou du mal. Moi, personnellement, je peux pas vivre sans mon téléphone une journée. J'en suis absolument incapable. Parce que je travaille avec, je fais toute ma vie tourne autour de mon téléphone. Il faut absolument que je sois génial. Moi, tous les jours, j'ai mon téléphone aussi. Quand je suis à 30% de batterie, je me sens pas bien, j'ai des palpitations. J'ai toujours une batterie externe sur moi avec mon chargeur et tout. Le plus important, c'est la map. La map, moi, même en 500 mètres, je me perds. Si on n'avait pas la map, je sais pas comment on ferait. Non, mais c'est terrible. Mais en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a même des dérives par rapport à ça qui sont inverses. C'est-à-dire que maintenant, il y a un business de la digital detox. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui te vendent il y a des gens qui te vendent le fait de ne pas utiliser ton ordinateur, des stages. Apprenez à vivre sans votre téléphone. Non, c'est gratuit aujourd'hui. C'est complètement aberrant. Tout est gratuit là. Non, puis en plus, je trouve qu'il y a un sacré paradoxe au niveau de la sociabilisation, parce que les réseaux sociaux sont censés nous sociabiliser, et en fait on se rend compte que des fois, même dans des restos, j'ai vu des trucs, un brunch, t'as 4 copines qui arrivent, elles commandent un truc, elles prennent en photo leur plat, elles posent le téléphone et elles attendent, elles se parlent pas, elles attendent la notif et ça sonne, hop. Voilà. Alors qu'elles sont ensemble, je veux dire. Je vais pas vous mentir, moi je fais partie de ces gens-là. C'est pas une critique, c'est juste mais après, une constatation. On se parle entre voilà, moi aussi je suis pareil. T'as fait combien de likes? Est-ce que t'as eu des retweets? Après, je pense que
on a chacun une manière différente d'utiliser nos téléphones. Et en tout cas, pour ma part, franchement, il y a des moments où j'ai vraiment... Alors après, moi je pense que tu veux dire un truc, Guito, rapidement. Ouais, mais par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que dans les interactions sociales, maintenant les gens n'ont plus grand chose à se dire parce qu'on sait tout. En fait, les gens, moi je sais tout de la vie de mes potes. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un vrai truc quand tu voyais quelqu'un, il pouvait te raconter ses vacances, il pouvait te raconter oh putain, je suis allé dans un super resto, j'ai bouffé ça, il s'est passé ça, et puis il y avait des interactions. Maintenant, aujourd'hui, ouais, grave. Maintenant, tu le sais. Fais l'exemple. Maintenant, tu sais que t'es parti en Espagne, qu'ensuite t'as fait du bateau, etc. Enfin, les gens n'ont plus rien à se raconter en vrai. Alors après, je pense même si le sujet fait totalement partie de ce du sujet de ce soir, je pense qu'on s'égare un peu parce que une personne, par exemple, comme Grishka, qui est pas forcément ultra connecté, hein, si vous allez sur Internet, vous cherchez les réseaux, c'est pas le mec qui va mettre des stories toutes les 10 secondes, c'est pas quelqu'un, je pense, qui est dépendant des réseaux sociaux, mais pourtant qui est au top de la technologie. Moi, j'ai compris le message par rapport aux réseaux sociaux, mais là on parle vraiment de technologie. Moi, ni l'un ni l'autre me dérange, et moi je suis un fan de nouvelles technologies. Moi, quand on me dit que je vais me réveiller le matin et qu'une fille va me parler, va me parler dans un miroir. Moi, quand j'ai vu les documentaires en Corée, etc., j'avais envie d'aller en Corée juste pour vivre l'expérience et me lever un matin et me mettre face à ce miroir et qui me disent aujourd'hui tu vas voir ça. Tu sais, c'est un peu le truc de Batman, tu vois, qui te parle et qui te dit ce qui se passe dans ta vie, ce qui va se passer dans la journée. Et je vais même aller plus loin parce que là on va avoir même dans les transports tout va être automatisé. Je sais pas si vous savez, mais en 2025 j'espère qu'il y aura un détecteur de que ce soit automatisé très rapidement. Il va être interdit même de conduire sa voiture en mode manuel. Il faudra la conduire en mode automatique. Ça, c'est le livre Le meilleur des mondes. À partir du moment où ça devient interdit, ça commence à devenir problématique. Oui. Si c'est interdit, c'est-à-dire qu'en fait, on supprime une liberté. Moi, par exemple, j'aime beaucoup conduire. J'adore les Tesla qui se conduisent tout seuls sur l'autoroute. J'ai pas envie de conduire pendant 5 heures avec le volant. Mais le jour où on m'interdira de conduire, c'est-à-dire qu'on tombera dans un système autoritaire où la technologie remplace l'homme. Et ça, je suis contre. Bon, ça dépend. T'as envie de conduire parce que t'as une voiture qui pousse. J'ai 200 chevaux. Voilà. Effectivement. Voilà. Regarde-le, putain. Juste pour terminer, oui, avec la technologie aussi, il y a la question de la valeur de l'emploi. Et là, on est toujours dans une société où il faut travailler plus pour gagner plus. Quand les machines remplaceront l'homme, il faut peut-être revoir un peu le travail, quoi. Ouais. Ça a déjà commencé même d'ailleurs. Bah ouais. Tu peux faire passer. Alors ça, on va en parler un tout petit peu plus tard. J'admire. Et c'est vrai qu'il est très beau. Ce livre, il est vraiment magnifique. Hein. Moi, quand il est arrivé ici au bureau, ils me l'ont envoyé, ils me l'ont pris en photo. Je lui ai demandé, je lui ai dit, je ne veux pas c'est pas la Bible que je voulais que tu me prennes en photo, c'est le livre de Grishka. Et en vrai, j'ai vu que, non, mais il est très très beau, très très Grishka, beau. La couverture, c'est le Deus Ex Machina. Oui, mais c'est exactement en fait. Donc c'est Le Visage de Dieu, c'est ton dernier livre qui est déjà sorti. Il vient de sortir en fait. Qui vient de sortir cette semaine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents sujets ? Alors moi j'avais adoré, et je pense que tu ne te rappelles pas, mais je vais raconter ma vie 2 secondes. J'avais adoré ton livre sur je crois que c'était Le hasard n'existe pas. C'est la fin du hasard. La fin du hasard. J'avais trouvé, alors moi qui ne lis pas, j'avais trouvé ce livre magnifique, et je t'avais croisé en soirée. Avec ton frère, et je t'avais posé la question, à l'époque. Toi aussi ? Au VIP Room, C'était il y a longtemps. On fait pas de pub au mauvais club, hein, on se calme, hein, je plaisante. Non mais je vous avais posé la question justement, une question qui m'intéressait énormément. À laquelle que je voulais que vous répondiez, et je t'avais demandé est-ce que tu croyais en Dieu ? Et je me rappelle encore de la réponse. Tu m'avais dit que tu croyais au Dieu de la science. Oui. Et je me rappelle même de la personne que tu avais pris en référence, alors que c'était il y a longtemps, c'était il y a au moins 7-8 ans. Tu m'avais dit, je crois, comme Einstein, au Dieu de la science. Oui, absolument. Ce qui était magnifique, et puis c'est un rapport un petit peu avec le dernier livre que tu viens d'écrire. C'est Einstein, puisque tu remets évidemment en mouvement ce souvenir. Einstein a été interrogé en 1936, quand il était à l'université de Princeton, par un enfant qui lui demande « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein répond au bout d'un silence « C'est une question trop profonde pour que je te donne la réponse par oral. Donne-moi ton adresse et je t'enverrai une lettre. » Il lui a envoyé un livre. Il lui a envoyé en fait une lettre 15 jours plus tard. Et l'enfant reçoit cette lettre, et moi je la connais par cœur parce qu'elle est extraordinaire. Il dit ceci: « Mon cher petit, tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront un jour
par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. En 1936. Donc, on a là la démarche profonde du physicien, du mathématicien, du scientifique, qui dit que finalement l'univers n'est pas né par hasard. Tu parlais du hasard tout à l'heure, mais quand on remonte... Est-ce qu'on peut juste rappeler la probabilité, je pense que tu connais le chiffre, que l'univers ait pu se créer seul? Je crois que c'était même pas quantifiable. C'était une chance sur je ne sais combien de milliards. Que la vie existe, en fait, que la vie existe, que la vie existe, telle qu'on la connaît. Absolument, oui. Penrose a donné cette probabilité. Oui. Elle est de l'ordre de 10, on va dire, elle est de l'ordre de 10 puissance 1000 puissance 100. Ce qui veut dire, en fait, c'est un chiffre qui est tellement immense. C'est bien plus important que le nombre de particules élémentaires dans l'univers. Le nombre de particules élémentaires dans l'univers est de 10 puissance 123. À côté de ça, moi j'ai toujours pas les bons chiffres du loto. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais tu sais, quand on sait par exemple que là, on est dans ce studio, si je veux compter jusqu'à 1 milliard, 1 milliard c'est 10 puissance 9. Je veux compter jusqu'à 1 milliard, chacun, on va compter un chiffre par seconde. 1, 2, 3, 4. Combien de temps est-ce qu'on va rester? Il faudra 1 milliard de secondes. Oui, 1 milliard de secondes. Ben, ça fait combien? Ça fait 80 ans. On va rester 80 ans ici. Tu vois, pour 1 milliard. Pour 10 puissance 9. Alors quand on va à 10 puissance 18, c'est 1 milliard, 2 milliards. Donc alors 10 puissance 1000 fois 10 puissance 1000 et 100. Voilà, donc on imagine. Moi, ce que je me demande, c'est qui a créé Dieu? Ça sort. Mais ça après, ça c'est encore une autre question. Nous on parle juste. Sont les parents. On parle juste de ce Dieu entre guillemets. Ce Dieu, est-ce qu'on peut l'appeler le Dieu des mathématiques ou le Dieu de la science? Comment est-ce que vous le nommerez vous? Alors comment est-ce que Einstein le nommait même? Il parlait du Dieu de Spinoza, c'est-à-dire en fait donc Dieu des philosophes. Mais d'un autre côté, le Dieu des philosophes, le Dieu des mathématiciens, et quelque part le Dieu de la croyance de type Saint-Augustin, par exemple, se touchent au sommet. Parce que c'est la même chose, en fait. C'est une cause qui est transcendante à la réalité, et cette transcendance ne porte pas, évidemment, ni un visage, ni un nom, et simplement, il est masqué. Il est masqué par notre ignorance. Malgré tout, on sait qu'il a une action très concrète. Je veux dire par là que cette cause a une action très concrète. Je donne juste un exemple. Il y a ici de l'eau. Je crois que c'est l'eau qu'on m'a amenée tout à l'heure. Oui. Non, c'est pas ça. Oui, non, c'est pas ça. Mais il y avait d'ailleurs, je crois. On peut lui ramener un verre d'eau. Voilà, juste en pour régie. C'est une démonstration. Sinon, je ferai tout le monde. Voilà, Lola, elle a envie de bouger ce soir. Bah, il était là en plus. Magnifique. Vas-y. Voilà. Non, c'est juste pour l'exemple. Voilà. C'est un verre d'eau. Tu connais bien entendu la formule de l'eau. Vas-y. H2O. Oui, voilà, H2O. Bravo. Non, on peut l'applaudir quand même, franchement. Non, mais venant de moi, il peut applaudir. Il a raison. H2O, c'est donc le mariage. La formule du carbone, s'il te plaît. CO2. Mais non, c'est... Oh merde, la formule du méthane. Tu sais, moi j'ai le numéro de Grishka, au pire je l'appelle. Hein, tu sais. Ouais, exactement, tu m'appelles. Donc H2O, c'est-à-dire c'est un mariage de raison entre l'oxygène et l'hydrogène. L'hydrogène, c'est le corps le plus simple de tout l'univers, mais c'est aussi le plus abondant. L'hydrogène, c'est 98% d'air. Non, de la masse. De la masse de l'univers. Okay. C'est-à-dire que l'univers... j'apprends direct. On croit, parce que ça, c'est par exemple ici, cette table, etc. Ce sont des éléments lourds. Toi aussi, tu es un élément lourd. Très lourd, même. Tu peux le dire. Très lourd. En soirée, surtout. Et en soirée, plus, je me suis pas mis torse nu. Voilà, tu l'aurais dit de toi-même très lourd si j'avais pas eu de t-shirt. Et encore, tu connais pas Guitou. Hein. Ça, c'est bien vrai. Vas-y, non, si on lui enlève le bonnet. Ça va, je perds beaucoup de carré. Je perds beaucoup. Non, alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, cet élément qui est dominant, 98% de la masse de l'univers, on se demande comment il a été créé. En fait, ce qui est magique, quelque part, c'est presque un acte miraculeux, c'est qu'il a été créé, c'est que les noyaux d'atomes d'hydrogène, qui concentrent en fait toute la masse du noyau de l'atome, eh bien, ils ont été créés, ces noyaux, tous les noyaux, dans les 3 premières minutes de vie de l'univers et plus jamais après. C'est-à-dire que, à l'instant du Big Bang, à l'instant de Planck, la température était très élevée, 10 puissance 32 degrés, c'est-à-dire 100 000 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Ouais. Donc on est à 10 32 puissance 32. Ouais. 32 zéros. Et en 3 minutes à peine, cette température chute de manière dramatique, mais à toute vitesse, en raison de l'expansion, et c'est très rapide, 180 secondes, après, elle passe à 1 milliard de degrés.
Et quand on passe la barrière du milliard de degrés, le four cosmique qui a fabriqué des noyaux d'atomes d'hydrogène, mais en profusion, n'est plus assez chaud pour continuer à fabriquer ces noyaux. Et ça s'arrête. Cette nucléosynthèse primordiale, qu'on appelle comme ça en physique, s'achève au bout de la 3e minute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que 98% de la masse de l'univers, c'est-à-dire la quasi-totalité, c'est créé en 3 minutes. C'est créé en 3 minutes. Ouais. Et la deuxième conclusion qu'on doit tirer de ça, c'est que le réglage de ce fameux four cosmique devait être absolument inouï. Oui. Pour arriver comme ça... Thermostat 7. Exactement. Pour arriver à fabriquer 3 minutes après le Big Bang, quasi-totalité de la masse. Ouais. Tu vois ? Voilà. Donc, Grishka... est-ce que le hasard intervient là ? Mais évidemment pas. Ouais. Évidemment pas. Et c'est là où Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé ». C'est exactement ça. Mais... C'est là où Einstein dit Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a pas assez de chiffres sur les dés, de toute façon. Comment ça ? Ça veut dire quoi ? Alors Lola, t'as compris ? Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce que vient de dire Grishka ? Enfin, pas un résumé, mais bon, en tout cas... Non, mais est-ce que tu as compris ce qu'il a dit ? Oui, c'est que c'était en 3 minutes et il n'y a pas de hasard, mais du coup, ça sort d'où ? Le début du début. Très bonne question. Moi, tu poses la question fondamentale. Parce que finalement, ce que tous les physiciens et théoriciens de la planète aujourd'hui reconnaissent, admettent, c'est que cette énergie colossale, cette température inouïe, c'est l'énergie de la température, surgit à un moment qu'on appelle l'instant de Planck, donc qui est très petit, 10 puissance moins 43 secondes, qui est la limite de la divisibilité de la matière et du rayonnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en dessous. C'est la limite parfaite. La question, c'est mais d'où ça vient ? Oui. D'où vient cet énorme torrent d'énergie qui va, en 3 minutes, fabriquer 98% de la masse de l'univers. Il y a une réponse à ça. Il y a la théorie du rebond. Oui, mais qui est refermé, mais qui est quand même très... Tu parles du Big Bang, là ? Mais en fait, le Big Bang ne serait pas le premier Big Bang. Oui. C'est une théorie. Oui. Comme quoi, il y en aurait eu deux. Oui. En fait, c'est la masse qui s'est entièrement refermée et qui a réexplosé, ce qui a fait le Big Bang. Oui, mais en fait, elle est aujourd'hui assez contredite parce qu'on sait... Et d'ailleurs, quand j'ai soutenu ma thèse à l'école polytechnique, voilà. Dans ta gueule, c'est pas un combat. Non, c'est pas un combat, c'est exactement, c'est une collaboration. Non, j'étais le premier à le dire, et en fait, j'ai été très contesté à cette époque-là parce qu'on pensait qu'effectivement, le Big rebond, le Big Bounce, en fait, pouvait exister alors qu'il n'existe pas aujourd'hui, il n'existe plus, pour une raison simple. C'est qu'on s'est rendu compte, moi j'avais vu dans le calcul, mais ça a été vérifié, en fait, 1 an plus tard, à la faveur de la découverte de ce qu'on appelle l'énergie noire. Et l'énergie noire est un champ scalaire, comme on dit, c'est-à-dire en fait un champ... Oui, scalaire. Je vais pas... Scalaire, t'as perdu tout le monde. Oui, scalaire. C'est pour ça que j'ai... Oui, non, les scalaires, c'est des chiffres. Super son dernier album. 3, 4, 5, j'espérais entendre escalope, moi, apparemment, mais en fait pas du tout. C'est la différence entre les vecteurs et les scalaires, parce que les vecteurs, c'est fléché, alors que les scalaires, ça l'est pas. Bon, donc, je reviens en arrière. Et on arrive à comprendre que l'univers est accéléré par ce champ scalaire qu'on appelle l'énergie noire. C'est-à-dire que l'expansion n'est pas uniforme, comme on le croyait jusqu'en l'an 2000, hein, mais au contraire, elle est accélérée. Alors ça veut dire qu'en fait, il ne reviendra plus jamais en arrière. Jamais. Même si on arriverait à une extension à l'infini. Non, c'est impossible. Pour des raisons qui sont purement, on va dire, gravitationnelles, la force de gravitation est supplantée aujourd'hui par la force d'accélération de l'univers. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, là, l'accélération, elle a cessé. Par exemple, l'univers a grandi, mais de manière phénoménale, mais il grandit de plus en plus vite, de manière exponentielle. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas possible. Même par des trous noirs. Mais qui sont pas évaluables. Non, mais de toute façon, tu vas arrêter de... T'es journaliste scientifique, toi ? Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Le gars, il est à fond dedans. Il est très bon. Ah oui, mais il est très bon. Mais la réponse, c'est quoi, en fait ? C'est surtout qu'il te... La réponse, je vais te la donner. C'est surtout qu'il te kiffe, Grishka, et qu'il voulait avoir une discussion avec toi, donc il a travaillé comme un mongol. Sinon, il est plus fort. Habituellement, il est plus. Habituellement, il est meilleur pour parler des Arabes que des trous noirs dans l'espace. Allez, vas-y. Alors, je veux bien la réponse pour Lola, pour qu'elle puisse comprendre. Alors, ça va être un défi. D'où vient l'énergie ? C'est ça ? D'où vient le début ? D'où vient le monde ? D'où vient l'énergie, c'est la matière. D'où venons-nous ? Pourquoi l'existence a existé ? Même s'il y a Dieu, même s'il y a pourquoi, qui, quoi. Pourquoi l'existence ? Je comprends plus rien à la vie. C'est très belle. J'ai quelque chose à vous dire. Elle est très brute. Il faut que je dise quelque chose. Je regarde un documentaire qui s'appelle Alien Theory. Encore ce documentaire ? Oui, comme quoi. C'est la meilleure pub. C'est donc les anciens astronautes qui ont cette théorie. Elle a un code promo à nous faire parvenir à la fin de... Tous ces sites qui ont été créés dans le monde, ce ne serait pas humain. Oui. Bon, c'est un remède. Il y a plein de questions qui se posent et tout. Et moi, je me demande, parce que ça parle même de Dieu, etc., le commencement du...
qu'est-ce qui... Voilà, j'attends votre réponse justement. Elle veut vraiment savoir genre qui a dire un truc juste de lancer ce Big Bang. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tu sais que la naissance du monde, entre guillemets, enfin, on est à peu près tous d'accord pour dire que ça vient d'une explosion, du Big Bang. Ah, mais on est tous... Mais non, mais absolument, on est tous il y a d'accord. Azelma qui n'est pas d'accord. Juste petit... Bon, après, c'est ton côté anarchique, Azelma, tu veux pas accepter même le Big Bang anarchiste. Non, mais depuis que je suis petite, je suis intimement convaincue, je n'ai aucune preuve, mais j'entends quelques astrophysiciens qui le disent aussi, qu'il n'y a ni début ni fin, mais c'est très compliqué pour le cerveau humain de se dire ça, parce qu'il nous faut des repères. Et donc on a créé des repères de temps, d'espace et de religion. Désolé, je suis athée, et c'est pour brusquer personne, mais c'est mon opinion. Tu penses qu'avant les dinosaures, en gros, il y avait déjà quelque chose, la Terre existait déjà, l'univers aussi. Pour moi, c'est trop complexe pour le cerveau humain. Et donc je pense qu'avant le Big Bang, il y avait autre chose, et encore avant. C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on peut dater justement, concrètement? Ce que vient de dire Azelma est intéressant parce que ça nous oblige à regarder en deçà de ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est le déploiement de la réalité. Planck, c'est une personne, hein, c'est ça, un Planck. Planck, c'est une personne qui a donné son nom à la constante de Planck, qui est elle-même, qui est l'unité la plus petite d'énergie, qui elle-même, effectivement, émigre vers... Comme toi, un jour, qui donnera ton nom pour une loi contre l'immigration, par exemple. C'est ça. C'est à peu près ça. Le mur Garenne. Le mur Garenne, exactement. L'avion Garenne, pour le retour. Le lapin. Garenne Airways. Allez, on se content. C'est une distance très petite, l'échelle de Planck. Hein. C'est 10 puissance moins 33 cm. Et c'est aussi donc, un temps très petit. C'est 10 puissance moins 43. C'est en dessous de l'atome et tout. Hein. Oui, c'est bon. C'est 1 milliard de fois plus petit que le noyau d'atome d'hydrogène dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc, qui est 1 milliard de fois plus grand. Donc cette distance est très petite. Et il faut penser quand même, déjà ça aussi, c'est inouï de penser que l'univers était de cette taille-là quand il a commencé, au moment du Big Bang. D'accord. C'est-à-dire quelque chose d'infinitésimal, mais qui n'est pas nul. Et la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors c'est justement la question que je me suis posée dans ma thèse de doctorat. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui, il y avait quoi avant, bien sûr. Mais bien sûr. Quand j'ai posé la question à des profs et qui ont tous tourné la tête en disant, mais non, c'est une question ridicule. C'est comme se poser la question de savoir s'il y a un point qui serait à 1 kilomètre au nord du pôle Nord. Donc, tu vois, c'est enfermer la réalité. C'était vraiment incongru, ouais. C'est enfermer la réalité dans son paradigme initial, et c'est pas vrai. Donc, pour moi, il y avait autre chose. Puisque la matière, alors maintenant, on fait un raisonnement qui est très simple. Puisque la matière, c'est-à-dire donc l'espace, le temps, matière-énergie, naissent au moment du Big Bang, ça veut dire et qui n'est pas l'instant zéro, ça veut dire qu'avant cet instant de Planck, il y a autre chose. Il y a bien autre chose. Et cette autre chose n'est donc pas matérielle, puisque la matière est née à ce moment-là. Tu es d'accord? Bah, si tu le dis, moi c'est logique. Non, mais c'est logique. Non, mais oui, d'accord. Bah, alors, ce serait quoi? C'est logique. Justement, c'est quoi? C'est donc déjà, on peut franchir une étape dans le raisonnement en disant, si c'est pas la matière, c'est autre chose que la matière. Et l'autre chose qui est la matière qui existe et dont on est d'accord. Quand tu dis matière, c'est-à-dire tout l'univers, tout ce qui est factuel, matière, tout ce qu'on peut toucher. Voilà. Ouais. Donc avant, ce que tu dis, c'est que il n'y avait pas de matière, donc en gros, il n'y avait rien, quoi. C'est pas ça. Attendez, on parle de choses factuelles. Il n'y avait rien de factuel. Non, mais laisse-le finir. Non, c'est pas qu'il y avait rien. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et justement, ce quelque chose est immatériel puisque la matière arrive après. Donc, c'est tout à fait logique. La matière arrive après le Big Bang, donc avant le Big Bang, la matière n'est pas encore là. Et puisqu'elle n'est pas encore là, elle est remplacée par quelque chose de immatériel. D'accord? Mais c'est quoi du coup? Ah ben voilà. Spirituel? On est presque, on est tout près. Mais par exemple, il y a des choses immatérielles qu'on utilise tous les jours. Et qui ne sont pas matérielles, mais qui font notre vie quotidienne. Comme les réseaux des ondes. Non, les ondes, c'est matériel. C'est matériel aussi. C'est matériel, les ondes. Oui, elles sont créées par, mais oui, par de la matière, bien sûr. E égale mc carré, donc c'est l'énergie et la matière, c'est la même chose. Mais non, c'est autre chose. La pensée est électrique. La pensée est électrique. Non, oui, enfin, la pensée... Ah oui. La pensée... allons encore plus loin. Allons encore plus loin et cherchons quelque chose de plus fondamental. Alors quoi? Eh bien, je te donne un exemple. Viens-en au fait. Un exemple. 2 plus 2 égale 4. Oui. Bon, attends, 22. 2, oui, 4, oui. C'est pas quoi, hein. C'est grave. Bon, 2 plus 2 égale 4. C'est quoi? C'est une réalité. Ouais. Mais tu ne peux pas la toucher. Non. C'est immatériel, d'accord? C'est ce qu'on appelle une information. Ok. Voilà. Donc l'information... L'information était présente avant
la matière. Ok, d'accord. Voilà. Mais vous vous cassez la tête quand même. Hein, là. Non, mais j'ai compris. Voilà, je te jure, C'était quoi, du j'ai coup, compris. L'information est Dans le immatérielle. néant, il y avait quoi Et il y avait, par exemple, dans le néant, il y avait ce qu'on appelle des bits d'information, justement. Il y avait un état numérique de l'espace-temps avant l'état physique. Avant qu'on le déploie. Comme un programme. Voilà. Bah, écoute, on était tous précédés. Comme un ordinateur géant, quoi. C'est comme un ordinateur géant. Voilà, on est précédés, nous, tous, chacun d'entre nous. Mais immatériel. De ce qu'on appelle une. Oui, immatériel, mais regarde. Le code génétique, attention. le code génétique, il a un support, mais il est immatériel. Ce sont justement des instructions. Oui. Et on est tous programmés par ces instructions. C'est un programme qui précède la naissance du corps physique. De la même façon, il existe un programme qui précède la naissance du univers physique. Tu vois, ça ne contredit pas ta vision. Tu vois. On peut appeler ça Dieu. Oui, on ne sait pas d'où il vient le programme, c'est tout. En fait... Mais il est là, le programme est là, c'est sûr et certain. Par exemple, le nombre pi, qui est à l'infini, 3, 14, il y a une infinité décimale, il fait partie du programme, tu vois, par exemple. Moi, j'aime l'idée aussi que l'homme puisse accepter le mystère. Alors bien sûr, quand on est scientifique, on a envie de savoir, je comprends. Mais j'aime aussi l'idée... Alors on va pas... on relancera pas un débat. Alors là, les gars, il reste 15 minutes d'émission, on n'a rien fait. Il y a 4 personnes qui ont continué de regarder. J'aimerais qu'on avance et justement qu'on fasse ce petit voyage temporel par rapport aux différents changements qui vont arriver dans les futures années. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais là, déjà, ces années-là, les motos volantes existent et on peut même les trouver à Dubaï. On ne va pas envoyer la vidéo. Donc, en 2020, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il va y avoir la Jeddah Tower qui va monter à 1 km de haut. Donc, on a le Burj Khalifa qui est à 700 et quelques mètres, je crois. Et là, on va monter à 1 km de haut. Donc, pour vous dire les prochaines avancées. Et j'aimerais qu'on parle... Bilal, s'il te plaît, tu peux me préparer la vidéo et l'envoyer, celle de l'hôtel dans l'espace. Donc, juste pour que vous sachiez, on va avoir un hôtel, bientôt, en 2022. Pas bientôt, non. En 2022, c'est les prévisions. Il y a déjà des gens qui ont été. Bilal, envoie la vidéo. Ta place, envoie la vidéo, s'il te plaît, de l'hôtel dans l'espace. On regarde et ensuite on en parle. L'entreprise californienne Orionspan veut construire le premier hôtel de luxe dans l'espace. À partir de 2022, des touristes seront accueillis dans la station Aurora, une station de 13 mètres de long et 4 mètres de large qui sera placée en orbite à 320 km de la Terre. L'hôtel accueillera 4 clients à la fois, accompagnés de 2 membres d'équipage. Pour 12 jours dans l'espace, il faudra débourser 9,5 millions de dollars, mais c'est quand même moins que les 20 à 40 millions déboursés par les 7 touristes privés accueillis par la Station spatiale internationale jusqu'à maintenant. Si tout va bien, Orionspan va construire des annexes à cet hôtel et pourrait en vendre une partie, ce qui en fera les premiers condos de l'espace. Merci beaucoup, Bilal. Donc, en 2022, oui, je reviens... Je rejoins ce que tu viens de dire, Garen, quand tu dis que tu n'y crois pas. À la base, c'était annoncé pour 2020. Moi non plus, maintenant, c'est 2022. Tu peux monter 2030, 2035. Mais comme ils ont dit, donc ce sera 10 millions pour être 12 jours dans l'espace, s'ils le font. Et donc ce satellite fera le tour de la Terre en 1 heure, je crois, ou un petit peu moins même, et où les gens pourront assister à peu près à 300 levées et couchers de soleil par jour dans l'espace. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Laisse tomber. Là, c'est trop pointu pour toi, Garen. Laisse-nous discuter, Grishka et moi. Là, tu veux plus comprendre. Non, mais donc, tu n'y crois pas non plus en cet hôtel ? Non, c'est pas que je n'y crois pas. C'est que mais Garen a raison quand il dit que c'est pas tout de suite. Ça va se faire. Ça va se faire, c'est évident. On est d'accord. Mais c'est pas immédiat. C'est probablement vers 2032, 35, tu vois, dans ces eaux-là, qu'on arrivera à faire ça. D'abord parce que ça coûte très cher, premièrement, et puis deuxièmement parce que les technologies qu'il faut déployer sont difficiles. Ce satellite a déjà accueilli des touristes, entre guillemets, qui ont déboursé, je ne sais plus combien, mais je crois 10 ou 15 millions d'euros chacun. Mais non, c'est la station spatiale. C'était la station spatiale. C'est l'ISS. Mais l'ISS, c'est vraiment... moi, je connais les 3 des personnes qui y ont été, dont Thomas Pesquet et puis d'autres, mais en fait... Mais il y a des touristes aussi. Il y a des touristes. Il y a des gens très confinés. Il y a des gens qui ne sont pas astronautes qui ont pu accéder en payant très cher. Je crois qu'ils sont 4 ou 5. Avec un entraînement de 6 mois quand même. Et ils n'y vont pas comme ça. C'est pas tu prends l'avion pour aller à New York. Non, c'est très très difficile. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais en 2023, même si ça n'a rien à voir avec la technologie, Disney va perdre
ses droits d'auteur sur certains de ses dessins animés, parce que ça fera plus de 100 ans. Donc, alors après, tout le monde dit que ça va très vite être acheté par Disney eux-mêmes, hein, de toute façon. Alors, en 2024... Tu peux pas racheter des droits d'auteur qui sont tombés dans le domaine public. Hein. D'accord. Toi, tu veux faire des débats avec tout ce que je vais dire, en fait. J'aime la réalité. En 2024, l'entreprise SpaceX enverra sa première fusée vers Mars avec des matériaux en préparation de la fusée de 2026 qui, elle, sera habitée. Donc, selon les prévisions, en 2026, l'être humain en tout cas, ira vers Mars. J'ai une question. Non plus les prévisions. Tu penses que ce sera plus tard? Non, parce qu'elles sont forcément optimistes, mais ce sera plus tard. D'accord. 2026, c'est radicalement impossible. D'accord. Mais dans les technologies. Oui, 2036. Et on nous dit qu'elle partira en 2026 et que la fusée arrivera en 2027. Donc, c'est un peu comme le RERD, quoi. Ça arrivera. C'est très bien. Tu penses que c'est pas possible pour tout de suite, toi? Non, c'est-à-dire que il y a plusieurs problèmes à résoudre, dont le problème de l'acheminement de l'énergie, qui n'est pas encore résolu, et vraisemblablement, ce sera résolu en 2032-35. Il y avait une autre thèse, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de cet ascenseur qui montrait en apesanteur. Ça n'arrivera pas, ça non plus. Est-ce que tu as entendu parler de ça, Grishka? Mais bien sûr. Alors, ça, bien sûr que ça a vite été, entre guillemets, démoli, parce que tout simplement, s'il y a un accident sur cet ascenseur, c'est les lois de la physique, en fait, tout simplement. Tu ne peux pas mettre un ascenseur sur la Lune ou quoi que ce soit. Dita, qu'est-ce que tu penses d'un ascenseur? C'est-à-dire un ascenseur qui partirait de la place de Châtelet et qui monterait directement et tu pourrais voler. C'est un vrai projet, en tout cas. Hein. Mais ça, c'est un truc pour les gogos et les investisseurs qui mettent du pognon. Après, ils le crament et il n'y a plus rien. Mais en fait, il y a des trucs qui s'appellent les lois de la physique et les lois de la thermodynamique. Sauf si on arrive à avoir une technologie. Alors, par contre, en 2024, il y a les ruptures technologiques, mais ça change toujours. En 2024, on prévoit de construire de faire des prothèses qui seront sensorielles. C'est-à-dire que des prothèses pour des gens qui seront amputés, etc. 2024 ? En 2024. Ça me paraît un peu tôt, mais oui, ce sera relié au système nerveux, ce sera possible, bien sûr. Même alors ça, en revanche, oui, parce que j'ai vu fonctionner. Oui, moi aussi. J'ai vu fonctionner ça. À l'état, bien entendu, expérimental. Exactement. Ouais. Mais quelqu'un qui a été amputé du bras, on a regardé exactement la calligraphie du système nerveux, etc. On a bien dupliqué tous les emplacements. Et ensuite, on a simplement greffé le membre artificiel sur la partie amputée. Et donc, ça fonctionne. Au bout de quelques heures à peine, il ressent. Il ressent, puis il peut prendre n'importe quel objet, etc. Alors, sans difficulté. C'est relié au cerveau. Oui, c'est relié. C'est relié. Oui, c'est relié. C'est relié à ma rhum. Allez, 2025, la Norvège, normalement, prévoit d'interdire justement les voitures qui ne seront pas électriques, enfin qui ne fonctionneront avec... Ils ont raison, ça pollue trop. Avec 2025... je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça pollue. Dans la même année, donc ça va vous intéresser, l'armée américaine va utiliser l'électricité pour stimuler le cerveau des soldats, améliorer leur capacité d'attention et améliorer leur temps de réaction. Avec ces trucs-là qu'il avait fait aux soldats. Ah non, ça par contre, c'est vrai, c'est déjà à l'état de... Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il va y avoir des capteurs... l'électricité, ce sont des flots électromagnétiques. Donc, qui correspondent à des... On est d'accord que c'est possible, ça. C'est possible. Ah oui, c'est possible, mais bien sûr, puisque l'électricité correspond d'une manière générale à des phénomènes électriques qui eux-mêmes se produisent dans le cerveau. Donc la Sagrada Familia aussi, que vous connaissez tous de Barcelone. Elle sera enfin construite. Qui sera construite, exactement, alors qu'il prévoit d'être finie en 2026. Elle a été 100 ans qu'elle est là. 143, depuis 1883. Alors c'est un petit peu comme ce dont tu parlais par rapport aux pyramides, etc. Toutes les pierres, enfin tous les éléments qui sont utilisés pour la Sagrada Familia sont faits... des aliens. C'est artisanal. C'est artisanal et chaque pierre a un travail qui va lui être particulier. Aussi en 2026, les chirurgiens auront des lunettes infrarouges qui leur permettront de voir des tumeurs qui seront minuscules. C'est bien, hein. Et on commence à rentrer dans l'ère qui est l'homme augmenté. Non, l'humanité augmentée, exactement. Oui. Donc on nous parle souvent de ce mi-homme, mi-robot. Bilal, est-ce que tu peux m'envoyer justement cette vidéo sur l'humain augmenté? Si tu l'as, tu peux l'envoyer, vas-y quand tu veux. On va regarder ce que ça donne en vidéo. Tu l'as, Bilal?
Ça dure pas très longtemps. Donc, cet humain mi-homme, entre guillemets, mi-homme, mi-robot. Là, c'est de l'exosquelette. C'est de l'exosquelette. Alors, c'est justement la question que je veux poser à Grishka. On nous parle de cette espèce qui serait différente de l'être humain, qui serait moitié homme, moitié robot. On ne parle pas uniquement d'humanité augmentée. J'aimerais qu'on en parle ensemble et que tu nous dises à quoi ça pourrait ressembler cette espèce, cet être humain, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui sera moitié homme, moitié robot, ou un quart, ou je ne sais pas. En fait, la science-fiction, dans les années 40 et 50, a décrit un être, une créature, qui a été appelé le cyborg. Le cyborg, c'est le mélange entre l'être humain et puis un état ou un système cybernétique. En fait, moi, de mon point de vue, la biologie pure, la biologie moléculaire, la biochimie moléculaire, etc., la génétique, feront des progrès énormes qui vont nous dispenser de l'envahissement de systèmes externes de type, on va dire, prothétique, de prothèses, qui devraient, ou qui auraient dû, ou qui auraient pu, selon évidemment les prévisions qu'on faisait il y a 15 ans ou 20 ans, mais qui aujourd'hui commencent à s'effondrer en fait. Elle s'effondre parce qu'on sait que la plasticité biologique est très très élevée et qu'on arrivera à faire un certain nombre de transformations, de transfigurations de l'être humain sans passer par les prothèses artificielles. Ok. Alors on nous parle aussi en 2045, l'intelligence artificielle pourrait dépasser l'intelligence humaine. Et pourrait devenir autosuffisante, ce qui pourrait créer des problèmes un peu comme dans le film iRobot, où Skynet dans Terminator. Exactement. Est-ce que ce schéma est possible? Est-ce qu'un jour les robots pourraient vraiment devenir autosuffisants, autodépendants et causer du tort à l'être humain un jour? Bien, de très brillants esprits, comme par exemple Stephen Hawking, qui malheureusement a disparu, mais aussi le fondateur de Microsoft et puis d'autres, se sont alliés dans un article en disant, un article retentissant d'ailleurs, que tu connais sûrement, Garel, qui sont contre l'intelligence artificielle. Qui sont contre l'intelligence artificielle et qui sont contre la possibilité de voir émerger Mais Elon Musk ne l'a pas signé. Non, il n'a pas signé. Ça m'étonne pas d'ailleurs. Mais voilà. Il est fier. Il est fier de lui. J'ai envie de lui jeter un truc dans la tête depuis tout à l'heure. Il est tellement content. Non, mais c'est en tout cas, franchement, bravo. Musk, lui, compte beaucoup sur l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. Les compagnies sont contre. Oui. Bill Gates est contre. Absolument. Oui, bien sûr. Laisse-moi écouter. Déjà, Grishka, c'est déjà. J'ai les deux oreilles. C'est toi l'invité d'honneur. Non, mais c'est compliqué si on a un scientifique et un sosie. Parce que bravo. Non, mais oui. Il est vraiment calé pour de vrai. Tu m'as parlé d'un truc d'ailleurs tout à l'heure, tu m'avais dit par message de regarder. Ah, le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, oui. Mais ça, c'est sur les alliés, moi, je croyais qu'il manquait des mots. Je croyais qu'il manquait des mots. Non, paradoxe de Fermi, mais c'est un autre. Moi, je croyais que c'était paradoxe de Fermi. Est-ce que les extraterrestres existent? Et en fait, le paradoxe de Fermi donne une raison pour laquelle. On va juste. Je veux juste vous poser une question avant que l'émission se termine. J'aimerais vous poser une question un petit peu à tous. Est-ce que. Là, ici, autour du plateau, est-ce que vous êtes pour ou contre cette vie éternelle? Et puis, on va parler vite fait du livre d'Azelma. Et j'aimerais que ta réponse, Dita. Est-ce que si demain, on te propose une gélule qui va te permettre de vivre éternellement, est-ce que tu l'adopterais? Est-ce que tu la mangerais? Parle bien dans le micro. Alors, je sais pas si je l'adopterais, à part si peut-être je peux garder mon physique. Bah oui, c'est bien sûr, elle te permet justement de rester à ton âge de 23, je crois que c'est, je sais plus c'est quel âge. 23. C'est 23, c'est ça, l'âge, le meilleur âge que les scientifiques ont établi. Tu resterais à vie à ton âge de 23 ans. Est-ce que tu mangerais cette petite gélule ou pas? Ouais. Tu penses? Oui. Et toi Lola? Non. Moi, non, personnellement, non, parce que j'ai plein de gens que j'ai envie de rejoindre. Mes animaux, voilà. Elle est incroyable. Lola, tu sais, mon grand-père et tous mes animaux. Non, mais Lola, les arguments qui valident sa pensée, généralement, ils sont juste magnifiques. Garen. C'est une question philosophique extrêmement difficile. Ouais. Et c'est est-ce que tu veux vivre éternellement? Oui, c'est ça. C'est extrêmement compliqué. En tant que matérialiste, entre guillemets, je serais plutôt pour, mais la vie éternelle, c'est très complexe. Hein. Tu peux plus aimer. Regarde les vampires et tout, ils en peuvent plus dans les séries. Non, mais Azelma, j'aimerais ta réponse. Et puis en plus de ça, toi, c'était vraiment le sujet de ton dernier livre. J'aimerais vraiment savoir, qu'est-ce que tu penses justement de cette... Est-ce que tu aimerais vivre éternellement?
Non, pas du tout. En fait, j'ai écrit ce livre parce que j'avais peur de la mort comme beaucoup de gens. Et en fait, en écrivant ça, ça a répondu à certaines de mes questions. Et pour moi, l'éphémérité de la vie, en fait, c'est ce qui fait sa beauté. Et je pense que laisser aussi la main aux autres, aux suivants, aux générations d'après, c'est être un peu plus altruiste. Et je pense qu'on manque d'altruisme dans cette société. Et quand on parle justement des hôtels dans les espaces, des conquêtes sur Mars, etc., je pense qu'on ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe sur notre planète et de penser à nos enfants. Guitou, tu vivrais éternellement, toi, ou pas? Non. Avec cette gueule là, cette moustache. Avec cette moustache dégueulasse, hein, bien évidemment. Non, tout simplement parce que Garen. Et c'est déjà bien trop. Et sans Garen, et si on te propose, et si cette gélule te permettrait d'être un prince charmant de Disney et faire disparaître Garen par la même occasion? Alors là, je me poserais effectivement cette question. Non, moi je suis totalement d'accord avec Azelma, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, en fait, quand il y a un concentré de bêtises sur la planète, n'est-ce pas Garen, il faut non, je pense qu'il faut savoir laisser la main. Ouais, je finirai pas cette phrase. Faut que ça enchaîne. Il faut que ça Comme enchaîne. Là, avec toi, faut qu'on enchaîne. Voilà, sur, faut qu'on enchaîne sur Grishka. Il faut que ça tourne. Alors, Grishka, j'aimerais ta réponse, mais rapide par rapport à cette question. Est-ce que tu serais pour une vie éternelle, toi? Mais la vie éternelle n'existera jamais, parce que, pour une raison très simple, c'est que rien n'est éternel dans l'univers. Comme dit un grand mathématicien, l'éternité n'existe pas sur Terre. Elle existe d'un point de vue mathématique, mais pas autrement. En fait, l'univers lui-même est borné. Le principe d'entropie. Oui, l'entropie, le second principe de la thermodynamique, qui fait que de toute façon l'énergie se dégrade et que de toute façon l'univers lui-même est condamné à disparaître un jour. Il disparaîtra. Oui. D'ailleurs, on n'a pas répondu à la question de savoir qu'est-ce qu'il y aurait après, mais il y a quelque chose après. D'une certaine façon, c'est vrai que la notion de cyclicité intervient là. Mais donc, on n'est pas éternel. Il est clair que tout est lié à des échelles. Donc, si l'échelle de vie, comme le disait Voltaire dans les contes philosophiques, tu sais, dans Zadig. Non, je sais pas. Non. Tu apprends ça en seconde. Ah oui, mais moi j'adore. Voltaire, pour moi, c'est une rue. Moi, c'est un boulevard. C'est pas un ami. Moi, j'ai la chance d'avoir les œuvres complètes par ma grand-mère, les œuvres complètes de Voltaire dans les éditions originales, à noter de sa main. Donc, du coup, je vais. Mais non. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai une question. De la main de Voltaire. D'ailleurs, j'ai une question. 1750. D'ailleurs, j'aurais une question juste après. Grishka, juste rapidement, je veux juste savoir si tu acceptes toi, si demain, même si tu sais que ça n'existera pas, est-ce que tu accepterais de vivre, est-ce que tu aurais envie de vivre éternellement? Non, pas éternellement, mais l'éternité n'existe pas sur Terre. 200 ans, c'est ça, tu veux faire ton marché. Toi, tu veux pas, tu veux pas éternel, tu veux un juste milieu, tu veux 200, 300 ans. Même 1000 ans, je suis prêt à vivre 1000. Ah non, putain, c'est long, 1000 ans. 1000 ans, évidemment. Mais parfois, le temps de réussir ta vie en tout cas. T'as le temps de tout ce que tu peux attendre en 1000 ans. T'as le temps de gommer tes erreurs, t'as le temps de tout rattraper. Non mais attends, 1000 ans. C'est la perte de savoir, parce qu'un mec à 80 ans, un grand scientifique, il meurt. Oui. En fait, on perd toutes ces par rapport à ça, alors juste quelques-uns. Mais 1000 ans, mais parfois je suis 1 heure chez moi, je m'ennuie tellement que j'ai envie de mourir. Mais comment tu peux t'ennuyer? T'as internet, bordel. Une autre question, parce que là on a déjà dépassé. J'aimerais ta réponse, Garen. J'aimerais ta réponse. On fait une demi-heure de plus. Dis-moi, est-ce que tu es pour ou contre les avancées de technologie à tout prix? C'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'il faut mettre un holà? Est-ce que tu penses qu'il faut arrêter à un moment l'évolution? Ou est-ce que tu dis, allez, on y va, la science, on l'accepte? Il faut bien comprendre un truc, c'est le progrès, c'est pas ce qu'il y a de nouveau, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, tant que tu me donnes des trucs mieux, qui sont meilleurs et tout, faut juste pas m'imposer un truc genre, ouais, on peut faire ça, donc il faut le faire. Science sans conscience, c'est que ruine de l'âme. Je suis contre la GPA, parce que je trouve que c'est une horreur humaine de fertiliser un fœtus et de le mettre dans... T'es en train de retomber dans tes travers, là. Non. Je t'adore en journaliste scientifique. C'est pas parce qu'on sait faire quelque chose technologiquement qu'il faudra le faire. Mais moi, les avancées technologiques, en soi, j'ai aucun problème. Lola, la recherche. Le progrès. Non, c'est pas une question. Les Anunnaki. Comment? Les Anunnaki. Lola, elle est pas venue faire une émission avec nous. Elle est venue juste pour te poser des questions. Avec les extraterrestres, là. J'attendais que ça de rencontrer pour poser plein de questions. C'est quoi Anunnaki? On va aller boire un verre tous ensemble. Après, tu vas lui poser. C'est quoi ça, Anunnaki? C'est des extraterrestres. Cyril a rien à voir là-dedans, j'espère. Mais non. C'est la théorie des anciens astronautes. Toi, Dita, est-ce que tu penses que on doit mettre des limites au progrès, ou est-ce que, par exemple, voilà, pour revenir à la question qu'on posait juste avant, est-ce qu'on doit y aller? Est-ce que si demain tout le monde peut avoir une vie éternelle, est-ce que tu penses que c'est légitime de laisser les gens pouvoir y accéder?
Moi, je pense qu'il faut laisser les gens faire leur propre choix. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui voudront pas une vie éternelle, il y aura des gens qui en voudront une. Et donc, tout le monde choisit ce qu'il veut. Le progrès. Si demain, par exemple, on propose de claquer des doigts et d'avoir un enfant avec les yeux que tu voudras, que tu choisiras, la taille, Mais c'est Dieu qui fait ça. Non, ça c'est un autre sujet. Ça non, je peux pas. Ça non. Moi, mon enfant, je le prendrai. C'est la question Azelma. Vas-y, termine, excuse-moi. Moi, mon enfant, je le prendrai comme il est. Et ça, je suis contre toutes ces choses de ton enfant, tu peux choisir sa couleur des yeux, la couleur des cheveux. Mais toi, tu as de la chance, tu sais que ton enfant sera beau déjà, donc c'est bon. Mais si on veut les adopter, alors. Azelma, es-tu pour le progrès coûte que coûte, ou tu penses qu'il faut Je pense qu'il y a des conditions, il faut que les gens continuent à apprendre d'eux-mêmes des choses, des alternatives, savoir se débrouiller par eux-mêmes. Et surtout, si tout le monde était éternel, même si ça arrivait, ça voudrait dire qu'on serait en surpopulation, ce qui est déjà le cas. Oui. Donc ça serait très grave. Bien sûr. Et puis c'est un peu comme je me rappelle la stérilisation, je pense. Non, mais je me rappelle de cette réflexion que m'avait fait un prof. Je me rappelle même plus. Il m'avait dit. Il t'avait marqué le prof. Non, mais il m'avait dit oui. Il m'a dit le bac. Je lui disais ouais, le bac. Mais bon, il me disait il me disait si tu peux tricher, tu triches. Je dis bah bien sûr je triche et tout, je l'ai. Je dis bah j'ai été sincère avec lui, je dis moi je veux l'avoir le bac. Il me disait oui mais si tout le monde triche, demain tu vois le bac il a plus aucune valeur, tout le monde aura le bac. Donc c'est un peu pareil comme la vie sans mort. Si demain il y a plus de mort, quels seront les enjeux de la vie? Voilà, mais c'est pour ça, comme disait Grishka, il faut vivre longtemps en bonne santé, mais pas éternellement. Vas-y, Grishka. D'une part, et puis d'autre part, en 1895, le fondateur de l'astronautique russe, qui s'appelle Konstantin Tsiolkovsky, a dit quelque chose de très fort et de très profond. Il dit « L'humanité est née sur Terre, mais on ne peut pas passer toute sa vie dans son berceau. » Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que demain, il y aura d'autres habitats qui sont des habitats extraterrestres. Oui, non, mais c'est nous, c'est nous qui allons. C'est nous qui irions, oui, mais même, il n'y a pas que ça. Qui irions vivre sur d'autres planètes. Mais oui, mais c'est par exemple Mars. Est-ce que tu penses qu'il sera obligatoire à un moment de trouver une autre planète, parce qu'on sait qu'en 2050, par exemple, on sera quasiment 10 milliards, donc peut-être même plus. On sait que la planète, déjà rien que par rapport à l'eau, l'eau manquera, il y aura de l'eau. Si, non, tu penses pas? Pas du tout, il manquera. Alors, Grishka, il manquera pas d'eau. Non, alors tout le monde annonce que ça aura un prix. Mais quand même, ça aura un coût. Il n'y a que certaines personnes qui pourront y aller. C'est ça, on nous dit qu'il n'y aura que la moitié de la population qui pourra avoir accès à l'eau en 2050. De toute façon, les ressources sont quand même, on le sait, d'une manière ou d'une autre, elles sont limitées. Et il faudra bien trouver, ne serait-ce qu'en termes d'espace, un habitat externe. Je vous parlais de l'eau potable, l'eau potable ne manquera pas. Tu sais, aujourd'hui, on désalise l'eau. Le prochain habitat, c'est un pari qu'on peut faire. Et moi, je fais ce pari. Le prochain habitat sera Mars. C'est sûr et certain. D'accord. Mars, comment avec de la Mars sera terraformation habitable. Dans 100 ans, c'est habitable. Alors, dans 100 ans, ce sera habitable. Par contre, donc ce sera un habitat qui sera bullé, qui sera protégé. Mais non. Alors, par rapport à la dépressurisation, il faut savoir que sur Mars, demain, si on habite sur Mars... Non, mais non, il n'y a pas d'oxygène sur Mars. Tu parles de terraformation? Voilà, Grishka, on est d'accord. C'est très complexe la terraformation, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est totalement faisable. Il faut 2 ruptures technologiques quasiment pour la terraformation. Tu parles par rapport à l'oxygène, etc. Mais oui, c'est pour une planète entière. Il y a aussi ce problème de pressurisation qui fait que si demain on est comme ça, juste toi et moi sur Mars, on meurt. Mais non. On sera obligé de se protéger. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, on va crever de chaud ou de froid. Mars aujourd'hui est saturé de gaz carbonique. D'accord. Donc son atmosphère est irrespirable. Maintenant, si par exemple, comme j'ai on pourra sortir sans scaphandre sur Mars sans être protégé. Envoyons des ogives avec des algues bleues sur Mars, dans l'atmosphère martienne. Ils vont digérer le gaz carbonique et ils vont recracher de l'oxygène. D'accord, ok. Donc, on fabrique de l'oxygène. Ok, très bien. À partir du moment où ça crée un effet. Donc tu veux créer aussi la dépressurisation. Tu veux faire, il y aura des éléments. Il n'y a pas de problème de pression sur Mars. Il n'y a pas de pression là-bas sur Mars. Ok. Mars est une planète plus petite que la Terre, mais enfin bon, on y est plus léger, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Tu fais la moitié de ton pas. Voilà, à peu près la moitié de ton pas. Il n'y a pas de gravité. Il y a moins de gravité. C'est génial ça. Mais donc, oui, c'est génial. Et donc, il y aura effectivement une atmosphère. L'atmosphère va créer un effet de serre. Il fera chaud sur Mars. Donc, il faut créer cette atmosphère. Disons qu'à l'équateur, il fera à peu près 17-18 degrés. Donc, on pourra très bien vivre là-bas. Il y aura des océans. Et on sait qu'il y a déjà des lacs aujourd'hui. Oui, on a trouvé de la glace. Ce qui va commencer à pleuvoir, oui, exactement. Sous forme d'eau comme on la connaît. D'eau, H2O. H2O, ok. H2O, absolument. Donc tout ça nous permettra de vivre là-bas. J'ai entendu parler de lacs de gaz.
Ah non, si par exemple, c'est différent. Tu as entendu parler de Michel Rocard. Oui. Michel Rocard, donc Exactement. homme politique. Son fils, François Rocard, est on va dire, un marsologue. C'est-à-dire qu'en fait, il est spécialisé dans l'étude de la planète rouge. J'ai eu ce dialogue avec lui, je l'avais invité sur France 2 quand j'ai fait une émission avec lui, et il était très sérieux, c'était pourtant il y a 9 ans. Très sérieusement, il me dit je suis en train de regarder le programme de terraformation de Mars avec des collègues de la NASA, et avant 2080, on sera capable de terraformer. Ça prendra du temps. Comme tu dis, c'est complexe. Ça prendra du temps. Mais donc, de vivre librement, terraformer, c'est-à-dire de faire en sorte que les conditions de vie sur la Terre soient les mêmes à peu près sur Mars et qu'on puisse vivre sans avoir une bulle autour de nous. Mais on est d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est la pressurisation ou autre chose, mais si on va sur Mars sans scaphandre, on meurt. Si on sort... mais c'est pas une question de pression, c'est juste qu'il n'y a pas d'oxygène. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Il y a du soufre. Il n'y a pas un problème très de chaud, très froid. compression. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, c'est pas ça. C'est quand tu vas sous l'eau, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est le même principe que sur la Terre au niveau du Soleil et de la Lune ou pas? Alors l'année fait pas le même nombre de jours. Alors on va, pas pareil, on est très proche. Il y a Maxime Guény qui doit prendre l'antenne juste après. On va être obligé de rendre l'antenne. On va être obligé de rendre l'antenne. Mais avant de rendre l'antenne, on va être obligé d'écouter Guitou qui va essayer de nous faire rire pendant 1 minute ou 2. Allez, vas-y Guitou, je te laisse et puis après on sera obligé de lâcher. Et j'espère qu'on la refera bientôt. Vas-y Guitou, vas-y mon cher. Tu vas t'en faire Tergaren, bordel. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Là, accrochez-vous, ça va bousculer. Bon, avant de commencer, j'ai juste envie de rebondir sur un truc. On nous parle de lunettes infrarouges pour les chirurgiens. Commencez par augmenter les personnels soignants. Je vous embrasse. Alors, cette émission, c'est une partie de loup-garou en fait. Plus elle avance, moins je connais de gens. C'est terrible. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, super, on s'en branle. Normalement, je devais faire ce papier au début, mais bon. Bon, prêt à rigoler aujourd'hui? Bon, ça n'a aucun intérêt. Alors, tu le vois comment l'avenir des musulmans, Garen? Je suis certain que le mec serait capable de me dire oh, au rythme où ils se font sauter, dans 10-15 ans, il n'y en aura plus. Espèce de peintre qui dit ça. Je suis certain que si tu fouilles le Messenger de Garen, le gars prend 120 ans de prison. Ah bah à ce rythme-là, il aura vraiment des raisons d'être raciste. Bon, les gars, au pire, on fait comme Camille, on se tape une belle barre. Et au pire, on fait comme Garen. Il n'y a pas de chute, c'est juste que ça sonne bien. Pierre et Garen dans la même phrase. C'est assez complémentaire, je trouve. C'est comme Général Dupomo dans la 8e à Longchamp, ça sonne bien. Bon, non, on va se marrer aujourd'hui, on va se marrer. Grishka, c'est génial. Moi, je suis génial. C'est génial. On se marre. Au pire, j'ai toujours un peu de collagène dans ma trousse de secours. S'il y a une pommette qui se désolidarise du reste de la structure, je dois même avoir les plans de la maquette quelque part aussi. Vous en faites pas. Vous êtes entre deux bonnes mains, non, Grishka. C'est génial. Moi, je suis fan. Sérieux. Je vous cache pas que la première fois que j'ai regardé Temps X, c'est parce que le titre me faisait penser à un boulard. C'est quelle déception à l'arrivée. Je plaisante. Je plaisante, bien entendu. Je me rends compte que faire des vannes sur vous, vous êtes tellement simple. C'est de plus en plus compliqué, parce qu'on n'a pas envie d'être méchant avec vous. De toute façon, écrire des sketchs en ce moment, c'est de plus en plus dur, comme ma bite. Tu l'as pas volé celle-là. Alors, non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut plus se moquer de personne. Fini les blagues sur les homos, sur les noirs, sur les gonzesses. Il nous reste quoi? Les blancs. Ah, bah oui, effectivement. Mais j'ai tellement plus de textes en stock, mais il va la fermer. J'ai tellement plus de textes en stock, j'ai envie de parler de mes stores à la Mel. Voilà. Et puis on peut plus plagier aujourd'hui. C'est con, qu'on trinque pour une minorité à cause du plagiat. Écrire un truc marrant aujourd'hui, ça revient à finir un Sudoku force 4. C'est impossible. Ouais, c'est vrai. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Toi, tu y arrives. Toi, tu y arrives. Mais je sais pas ce qui me manque, le talent sans doute. Voilà, non. c'est ça. Et alors, je voudrais finir sur un truc qui nous est tous arrivé, enfin moi qui m'est arrivé, comme beaucoup de franciliens. Je me suis fait larguer il y a 15 jours. Moi, c'est la ligne 13. C'est vrai que tout n'était pas rose depuis nos débuts, mais c'est elle au moins, elle était fiable. C'était la seule dans laquelle je pouvais rentrer de jour comme de nuit. Même si t'étais toujours bondé, j'étais pas jaloux. Et du coup, ça n'a échappé à personne. Donc c'est la grève et j'ai essayé d'expliquer à mon neveu un peu ce que c'était. Alors du coup, il y a pas beaucoup de trains. Et du coup, les gens sont pas contents parce que les rames sont blindées. Et du coup, les gens sont en retard au travail. Et en le disant, je me suis dit que ça ressemblait à une journée normale à la SNCF, en fait. Ils devraient juste faire comme d'habitude. Ils ont pas besoin de faire grève pour nous casser les couilles. Ils sont même pas payés en plus. Ça, c'est une vanne d'hôtesse de l'air parce qu'ils se détestent entre eux. Voilà. Alors, souhaitez-moi un truc cool pour le futur, c'est de continuer à vous faire marrer. N'oubliez pas, Internet, c'est bien. L'école, c'est beaucoup mieux quand même. Et pour le reste, on s'en bat les couilles, bordel. Merci, mon Guitou. Merci beaucoup. Je veux juste rapidement, on va partir. Juste parce que j'aimerais Grishka que tu dises, que tu nous parles rapidement de ta descendance. Ça n'a rien à voir avec de ton ascendance, pardon, de qui tu hérites. Parce que souvent, quand j'ai des discussions avec des gens, je leur dis mais moi je sais que tu es Autriche, que tu as une ancêtre autrichienne, c'était une princesse même. Oui. J'aimerais juste que tu le rappelles rapidement devant tout le monde.
Et voilà, je serais content, c'est tout. Oui, d'abord. Mais l'histoire, elle est magnifique. Il faut quand même que j'avoue qu'il y a aussi une ascendance, entre guillemets, extraterrestre. Ça, j'en parle. Oui, la race aryenne, c'est ça ou pas? Mais non. Les Aryens, c'est des descendants des extraterrestres. Alors vas-y. Hitler recherchait ça. Si on met de côté l'aspect extraterrestre. Si on met de côté, mais il faut mettre de côté cet aspect-là, parce que je pourrais en parler. Ouais. Si tu veux, je t'en parlerai en privé. Allez, vas-y. Ouais, exactement. Mais non, sinon, il y a et moi, quand on est arrivé sur Terre, on a choisi la famille. Donc, et cette famille, donc, elle est composée de 3 sources. Il y a une source russe, parce que je porte un nom russe, donc on s'est dit c'est quand même bien d'avoir le... Et on a parlé russe jusqu'à l'âge de 5 ans, puis après on a oublié, mais on nous avait injecté, si tu veux, le russe quand on est arrivé. J'adore. Je savais qu'il allait le dire comme ça, c'est pour ça que je lui ai posé la question. Mais oui, quand on est arrivé, il fallait ça. Ensuite, et puis c'était une question aussi, parce qu'on était dans notre habitat était un habitat froid au départ, assez froid, et donc on a choisi la Russie pour ça. Ensuite, deuxième chose, l'Amérique, par mon grand-père. Mon grand-père était, alors choisi quelqu'un de bien, c'est un artiste lyrique qui était moitié chef Cherokee, moitié noir, et qui est devenu un grand artiste ténor en Amérique, mais aussi dans le monde entier. Et ma grand-mère, qui est donc une princesse autrichienne. Mon ancêtre du côté de papa a construit la ville de Saint-Pétersbourg. On est très fiers de ça. Je disais, l'autre jour, j'étais en Belgique, je racontais ça à un ami qui venait de Saint-Pétersbourg et qui m'a dit, tiens, on a vu un palais qui porte ton nom. Ce qui est vrai qu'effectivement, il y a... Voilà. Donc, le Bogdanov, c'est au départ un petit pays qui s'appelle la Bogdanovie, qui est la principauté aux 1000 chevaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La Bogdanovie. Donc, je vous invite d'ailleurs dans mon pays. Donc voilà, donc c'était juste au cas où les gens ne le savaient pas, voilà, donc Grishka est vraiment un extraterrestre pour de vrai, donc il a choisi, où il est descendu, il a choisi sa famille, au début il avait besoin de froid, après un peu plus de chaud, voilà. et il avait besoin de beaux ancêtres comme son grand-père, donc voilà, en tout cas merci beaucoup Grishka d'avoir accepté cette invitation, c'était un plaisir malgré ces grèves. Merci Guitou mon chéri, Azelma Sigo, les éphémères sont éternels, toujours disponibles, livre de Grishka chez Farallon Édition, Le visage de Dieu, si vous voulez poursuivre, parce que voilà c'est quelqu'un, je tiens à dire que Grishka adorable, très gentil, une personne vraiment, quand on commence à avoir des invités entre guillemets un petit peu du milieu, quelqu'un d'adorable, mais vraiment, je te dirais jamais assez merci, vraiment adorable pour ton temps, etc. J'ai passé le avec lui l'année dernière. Garen, vous l'avez caché. Garen, c'était chez la noblesse française. Garen. Je t'avais pas dit ta gueule de l'émission, donc je te le dis ta gueule maintenant. Ah oui, merde. Garen, notre consultant politique, mais tu sais que je t'adore dans ce rôle-là. Hein. Quand on parle pas politique, quand on parle pas d'immigration, je te promets que on pourrait presque devenir amis. Tu le réinvites à chaque fois. Candy Lola, merci beaucoup. Candy Lola, on rappelle rapidement sa profession, c'est d'avoir un compte Instagram. Hein, donc je suis modèle, je fais des clips. Elle fait des clips, voilà. Allez la suivre. J'en ai vu un. Sur Paris. Au moins. Dita, merci beaucoup, j'espère que tu as passé un bon moment. Et de toute façon, nous, on se connaît, donc il n'y a pas de problème. Les amis, merci à Isma, notre poteau qui est venu nous voir et qui est venu nous faire des petites photos. Les amis, comme d'habitude, faites ce que je dis et pas ce que je fais. À la semaine prochaine. Ciao. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.